Édition du dimanche 30 août 2020. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Dans un communiqué rendu public le 18 août, le secrétaire général du comité central a réactivé le comité de discipline ad hoc du comité central chargé de traiter les cas d'indiscipline identifiés lors des élections législatives et municipales du 9 février dernier. Officiellement installés dans leurs fonctions, les membres de cette commission sont à pied d'œuvre depuis le lundi 24 août et ce jusqu'au 31 août. Qu'est-ce qui est reproché auprès de 90 militants du RDPC convoqués par la commission Mustanguet et comment va ressortir le parti de cette phase? On en parle dans un instant. Toute convocation du corps électoral avant la résolution de la crise anglophone et la réforme consensuelle du système électoral actuel emportera automatiquement le lancement d'une gigantesque campagne nationale d'appel au départ pur et simple de M. Paul Biya du pouvoir. Ainsi s'exprimait Maurice Kamto, le président national du MRC, il y a quelques jours. À peine faite, cette déclaration suscite de nombreuses réactions des cadres du parti au pouvoir. Que faut-il comprendre de ce énième ping-pong ? Et puis le ministre des Sports demande au ministre de la Santé de libérer les infrastructures de la CAN. Le professeur Narcisse Mouele-Kombi vient en effet de servir une correspondance à son homologue de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, pour lui demander de bien vouloir prendre des dispositions pour libérer les infrastructures sportives de la CAN actuellement utilisées pour la prise en charge des patients du coronavirus. Pour finir, le ministre des Sports précise qu'il ne fait que répercuter les hautes instructions du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Que faut-il comprendre à travers cette correspondance qui gère véritablement le plan de riposte du Covid au Cameroun? Donc, on parle de tous ces sujets avec vous, Achille Azemba. Vous êtes du Social Democratic Front. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci Léla et merci également de m'avoir invité. Je profite également pour transmettre mes salutations sincères à toutes les populations du Cameroun, plus précisément à ceux de ma commune, Douala 3e. Avec vous, on parle justement de ce conflit à ciel ouvert entre Luc Messi Atangana, le super maire de Yaoundé, et Yoki Onana, maire de Yaoundé 6, au sujet de la construction d'un marché au quartier Mélène. Quel est le regard que vous portez justement sur ce conflit? Bon, en fait, pardon pour la répétition. Je peux quand même dire que c'est regrettable que deux élus en viennent à se battre comme ça, parce que nous avons, je pense que quand vous êtes élu, c'est pour servir vos populations. Alors que ce soit le maire de la ville ou le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6, les deux sont des élus et logiquement, les deux devaient pouvoir converger leurs énergies pour que les populations sentent leurs conditions améliorées. C'est regrettable qu'au lieu de se concentrer sur le travail qui leur revient de droit, le travail pour lequel ils ont été élus, qu'ils en soient à se bagarrer. Je peux m'appeler ça. Et lui qui plus est militant du même parti. Mais toujours est-il que cette situation pose le problème de la démarcation des objectifs par rapport aux missions de chacun. Vous voyez là que le maire de Yaoundé 6 a un besoin dans sa commune. Celui de pouvoir mettre à la disposition de cette population qui veut exercer une activité commerciale des espaces marchands. Le maire de la ville qui n'est pas forcément les mêmes objectifs que le maire de la commune d'arrondissement. Peut-être il a un autre calendrier. Je ne sais pas si par rapport à cet endroit, il avait un autre projet qui pouvait bénéficier aux populations de la ville. Vous voyez là c'est que c'est une zone haute tension et que des études n'ont pas été préalablement menées pour reconstruire sur ce site-là. Bon, logiquement, il devrait avoir une plateforme de concertation entre les maires de la ville et les maires des communes d'arrondissement pour que le travail aille vers la bonne direction sans cacophonie. Vous voyez un peu, les maires de la ville, anciens délégués du gouvernement à l'époque, se comportent un peu comme, comment je vais dire, la tutelle. Non, pas la tutelle, ils se comportent un peu comme des espèces de papes qui ont une supériorité par rapport aux maires des communes d'arrondissement, alors que en réalité, on peut dire, et je peux le dire, s'il faut regarder avec Munici, le maire de la ville n'a pratiquement pas de territoire. Et les communes d'arrondissement sont les maires des communes d'arrondissement sont les patrons des territoires précis. C'est vrai, le maire de la ville de Yaoundé va vous dire que son territoire c'est tout Yaoundé. Bon, mais vous voyez là que il y a un grand besoin d'urgence en matière de spécification au plus près possible de ce que chacun devrait faire.
où on gagnerait à pouvoir mettre sur pied une plateforme de collaboration commune, mairie de la ville et commune d'arrondissement, pour pouvoir à chaque fois se retrouver, poser tous les problèmes sur la table et trouver un consensus pour pouvoir faire avancer la ville. Merci Achille Azemba d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, on reçoit Maître Roland Duroux, il est avocat. Il est également militant du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bonjour Maître et merci d'être là ce dimanche. Bonjour Madame Gange, bonjour à mes copanélistes. Je salue tous les téléspectateurs de cet hebdo ainsi que toutes les populations du Cameroun. Alors sur la même question d'entrée que M. Azemba, l'analyse que vous faites de cette cacophonie autour de la construction d'un marché à Mylène. Alors, je m'associe en grande partie aux propos de mon copanéliste, M. le maire Achille Azemba, de tout à l'heure. J'ajoute simplement que, vous savez, telles que les dispositions de la loi portant Code général de la décentralisation sont prévues, il est même possible pour les maires, de leur propre initiative, de mettre sur pied justement ce cadre de concertation. Quand on parle de coopération décentralisée, chez nous, on voit très souvent la coopération décentralisée comme le fait pour une mairie du Cameroun de s'entendre avec une autre mairie, parfois dans d'autres pays, pour travailler ensemble. Ce qui est vrai, mais ce n'est pas seulement vrai dans ce sens-là, c'est aussi vrai dans le sens où plusieurs communes du pays, et même dans la même communauté urbaine, pourquoi pas avec la communauté urbaine qui, du point de vue juridique, est elle aussi une commune qu'on pourrait simplement appeler une commune à statut spécial. Rien n'empêche que le maire de la ville et le maire d'une commune d'arrondissement particulière mettent en place à leur propre initiative un cadre de concertation. Rien ne l'empêche. Mais quand on se rend compte que, qui plus est, les militants du même parti peuvent ne pas s'entendre sur la manière de voir la ville, alors on se pose un certain nombre de questions. Ça me permet aussi de... À votre avis, comment peut finir cette affaire? Je crois que ça finira par une bagarre de muscles. Le plus fort dira au plus faible qu'il l'a gagné. Et le plus fort dans ce contexte, en général, c'est celui qui a le plus de relations haut placées. Et c'est ce que je disais. Ou d'entre gens. Ça me permet de revenir sur le débat de la décentralisation. D'ailleurs, je crois qu'on en parlera dans le courant de l'émission à l'occasion de la potentielle convocation du collège électoral pour les régionales. Ça pose le problème de la décentralisation au Cameroun, alors du type de décentralisation que nous avons choisi de mettre en place et que nous n'avons toujours pas encore appliqué après à peu près 25 ans. Parce que pour rappel, c'est quand même depuis 1996 que la Constitution du Cameroun a prévu qu'on serait un État unitaire décentralisé. Donc, le type de décentralisation, pour par exemple donner une illustration, les communes d'arrondissement sont les communes les moins loties sur l'ensemble du territoire en termes de compétences. Parce que vous voyez bien que une commune d'arrondissement dans une communauté urbaine voit une bonne partie des compétences qui sont ailleurs, ordinairement reconnues aux communes, transférées vers la communauté urbaine. Alors que si on avait peut-être repensé autrement la notion même de ville ou de communauté urbaine, peut-être qu'on aurait donné d'autres types de compétences aux communautés urbaines, peut-être des compétences plus stratégiques, peut-être des compétences qui pourraient s'assimiler à celles qui sont prévues pour être conférées, par exemple, aux régions actuellement. De sorte qu'entre la communauté urbaine et les communes d'arrondissement, il y ait vraiment une distance stratégique. De sorte que la communauté urbaine s'occupe vraiment de ce qui est de l'ordre du stratégique et que les communes d'arrondissement puissent au moins avoir les mêmes compétences que leurs communes sœurs. Parce qu'une commune d'arrondissement comme celle de Bonabéry, Douala 4e, a moins de compétences que celle de Dibombari, qui est la voisine. Parce que simplement celle de Bonabéry est chapeautée par la communauté urbaine de Douala, la ville de Douala, qui voit une partie de ses compétences qui lui sont transférées. Donc on peut repenser le schéma de la décentralisation au Cameroun. Merci Maître d'être à travers ce problème. Ce dimanche. André Luther Meka du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, de la cellule de communication du RDPC, est également avec nous. Bonjour Monsieur Meka. Bonjour et bonjour à tous les millions de téléspectateurs de cet hebdo de STV. C'est toujours un plaisir de participer à ce débat et d'être accompagné par une charmante dame. Donc l'intelligence est tout à fait lumineuse.
Merci André Lutemeka. Avec vous, on parle de cet échange entre le MINAT et les chefs traditionnels du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Quand on se souvient de la récente sortie du MINAT qui demandait justement que soient installés les chefs à la tête des chefferies ou même créer des chefferies où le besoin se faisait ressentir. J'ai envie de vous demander, pourquoi tout cet intérêt subi autour des chefs au Cameroun? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare, les régionales par exemple? Non, disons que l'intérêt n'est pas récent. Je crois qu'il y a toujours eu des cadres de concertation avec les chefs traditionnels, notamment pendant les élections, notamment aussi pendant un certain nombre d'activités. Je tiens à rappeler à tous les téléspectateurs qu'il y a une association des chefs du Cameroun qui se réunissent et qui font, n'est-ce pas, parfois le tour des régions. Donc je crois qu'il est important pour le ministère en charge de pouvoir, n'est-ce pas, édifier les chefs et de pouvoir les préparer à un certain nombre, n'est-ce pas, de collaboration. Monsieur Roland Diéou parlait, n'est-ce pas, des cadres de concertation. Je crois que c'est un cadre de concertation, mais c'était également aussi le fait, n'est-ce pas, d'aplanir un certain nombre de malentendus et de pouvoir préparer les chefs, notamment à des échéances à venir. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de polémiques aujourd'hui entre, notamment, les relations entre la chefferie et l'autorité traditionnelle. Je crois que c'est un cadre, l'autorité administrative. Donc je crois que c'est un cadre essentiel, important de circulation de l'information, d'échange, pour pouvoir planer un certain nombre de malentendus. Je ne vois pas ça d'un mauvais œil. Contrairement à ce qui se dit, je pense qu'il est important parfois que les autorités traditionnelles, les autorités administratives se rencontrent pour pouvoir, n'est-ce pas, penser la cité. Serge, je voudrais, si vous le permettez, avoir une pensée pieuse, notamment pour notre camarade Simon Mayanga. Donc le parti a organisé le deuil en début du week-end. Je voudrais apporter toute ma compassion et adresser une fois de plus mes condoléances à son épouse, à ses enfants et à toute sa famille. Merci André Lutemeka d'être avec nous. Tout repos aux confrères qui est justement décédé, qui travaillait pour le journal L'Action du parti, le journal du parti. Le journal du parti, du RDPC. À côté de vous, on reçoit Serge Gauthier Onanina du PURS. Bonjour, monsieur Onanina, et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, madame. Bonjour à tous nos co-panélistes. Bonjour à nos millions de militants du PURS. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je salue très particulièrement Serge Espoir Matomba, notre premier secrétaire. Ok, d'accord. Sur la même actualité que André Lutemeka, les récentes concertations entre le MINAT et les chefs traditionnels. Intérêt nouveau, est-ce qu'il faut se tenir prêt? Quel est le regard que les partis politiques d'opposition justement portent sur tout ce qui se passe sur la situation actuelle? Moi, j'ai envie de dire que c'est normal qu'un MINAT et ses autorités traditionnelles, les autorités traditionnelles soient en concertation pour la marche de l'État du pays. Maintenant, il faut bien se poser la question pourquoi cette focalisation précise sur ceux du NOZO. Et vous venez de l'indiquer parce que je n'avais pas connaissance du dossier, de ce qu'il y a une possibilité de création de nouvelles chefferies. On en a parlé il y a 2 semaines. Alors, je me pose bien donc... Demander au sous-préfet, si j'ai bonne mémoire, de créer des chefferies où il n'y en a pas, d'installer les chefs dans des chefferies où les postes étaient restés vacants, on va dire ça comme ça. Oui, je sais, concernant la vacance des postes, je sais que c'était un débat, ça a toujours été un débat, mais concernant la création des chefferies, je suis surpris parce que c'est le même MINAT qui, dans certains de ses textes, avait interrompu cela. Pourquoi maintenant, avec les régionales? Pourquoi maintenant? C'est la première des choses, la première question. La deuxième interrogation, c'est celle de savoir comment une chefferie se crée. Est-ce qu'elle se crée sur la base historique, parce que les gens traditionnels ou bien administratifs juste? Parce que si c'est pour faire juste, créer juste de façon administrative alors que les populations n'ont pas eu d'histoire commune, vous comprenez qu'on va créer un autre problème dans la création, à travers la création de ces chefs. Est-ce que toutes les conditions, toutes les modalités seront véritablement remplies? Il faut donc que ce soit vérifié, observé et suivi avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Merci Serge Gauthier d'être avec nous ce dimanche. Plus d'une centaine de militants du RDPC convoqués devant le conseil de discipline du comité central. Ils sont entendus par la commission présidée par Peter Mafani Moussongué depuis le 24 août dernier. André Lutemeka, quels sont les mobiles justement qui ont conduit à ce que tous ces camarades, vos camarades, soient traduits au conseil de discipline? Qu'est-ce qui leur est reproché? Du moins, ce qui a été constaté, c'est que pendant les élections législatives et municipales, nos camarades qui n'ont pas respecté notamment les consignes du parti et donc après les concertations
après l'unanimité sur certains candidats, d'autres ont, n'est-ce pas, fait tabula rasa de cela et se sont présentés au détriment, n'est-ce pas, du parti. Je crois que ils n'ont pas, pour certains, ils n'ont pas respecté, n'est-ce pas, les consignes du comité central et les consignes du mandataire. Et notamment, certains Camerounais ont constaté que c'était une sorte d'indiscipline, le parti aussi. Et je crois que le parti a pris, n'est-ce pas, le taureau par les cornes pour pouvoir, n'est-ce pas, d'abord comprendre certainement de quoi il s'agit, parce que en fait, le conseil de discipline, ce n'est pas des sortes de père fouettard, c'est-à-dire on essaie, n'est-ce pas, de gérer le conflit par le contradictoire, et le conseil prend, n'est-ce pas, un certain nombre de décisions. Monsieur le maire, en tant que militant politique, quelle appréciation vous faites justement des motifs évoqués pour le passage au conseil de discipline? Est-ce que les mêmes faits dans votre parti auraient conduit à un conseil de discipline? Je crois que vous avez récemment vécu une situation similaire. Oui, avant d'en arriver, je vais préciser quand même qu'un parti politique est une association qui est régie par des règles. En tant qu'association, le parti politique a un statut. Donc quand vous décidez de prendre une carte dans un parti politique, au sein d'une formation politique, forcément, vous prenez connaissance des statuts. L'avocat est là, il peut l'attester. Vous prenez connaissance du statut et vous êtes supposé vous conformer aux dispositions du statut. Sur cet aspect-là, si dans les textes régissant, portant statut du parti, il est prévu à certains alinéas que en cas de telle ou telle action posée, vous pouvez passer devant un conseil de discipline. Je trouve que c'est quelque chose de normal. Pour le cadre de ma formation politique, il y a une disposition des statuts, l'article 8, alinéa 2, qui parle de l'auto-exclusion. Très souvent, les gens parlent de cet article pour nous charrier, mais ils ne comprennent pas. C'est un article qui constate votre auto-exclusion. On ne vous exclut pas, vous vous auto-excluez à partir de l'acte que vous avez posé, entre autres, mettre le parti dans l'embarras. Maintenant, pour revenir à la convocation de cette commission au sein du RDPC, je suis un peu amusé parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, moi j'ai été victime de l'indiscipline caractérisée d'un de mes camarades, mais soutenu par les militants du RDPC. Voyez-vous, au lendemain des élections municipales à la commune d'Arsenal, la 3e, lors de la session de plein droit, toutes les formations politiques en compétition, aucune formation n'avait pu obtenir la majorité absolue, donc il était question d'effectuer le partage des sièges. Alors, le RDPC est arrivé en premier, suivi du SDF et du PCN. Logiquement, par rapport aux dispositions de la loi, le SDF avait droit à un poste d'adjoint au maire. Le SDF m'a investi. Le document signé par le président national a été présenté lors de la session de plein droit à l'autorité administrative qui présidait la session de plein droit. Il a posé une fin de non-recevoir. Et le camarade rebelle s'est levé et a raconté une histoire de toutes pièces. Et l'autorité administrative l'a suivi. Et dans mon histoire politique, ma vie politique, je n'ai jamais vu ça de mes yeux. Une élection qui s'organise au doigt levé. C'est-à-dire que monsieur le préfet se lève et dit ok, il y a Léla, après que Léla ait dit des choses sur mes cas, non vérifiées ou pas, il dit ok, on va passer au vote. Alors, quels sont ceux qui sont pour Léla? Les gens lèvent le doigt. Et je pense que dans l'organisation des élections, par rapport à la mise sur pied d'un exécutif, même s'il y a une seule candidature, on va au vote secret. Bulletin secret. Secret. Donc, ce camarade a finalement été choisi par les militants du RDPC. À l'intérieur du parti, qu'est-ce qu'il a été... Bien entendu, déjà, il y a une première disposition qui a été prise, une mesure conservatrice, et il a été suspendu de ses fonctions, parce qu'à cette époque, il était le président de la circonscription électorale SDF de Douala 3e, numéro 1. Il a été suspendu de ses fonctions, et bien entendu, lors d'une réunion du comité exécutif, ces dossiers seront mis sur la table et traités. Et bien sûr, je dis, ce n'est pas une invention, nos statuts le prévoient. Alors, je voudrais juste, c'est très important parce que vous avez posé une très bonne question. Qu'a dit le parti? Notamment, tout cela s'est fait en représentant, avec des représentants du parti et notamment des autorités de leur parti. Donc cela veut dire effectivement que cela a été cautionné par le parti parce que le parti pouvait faire une motion au préfet pour dire qu'ils vont se concerter
pour pouvoir, n'est-ce pas, dissiper le malentendu. Et le préfet n'allait pas, n'est-ce pas, refuser. Donc je crois que ça a été fait, cela n'a pas... Non, je ne crois pas. Je connais je connais cette situation. Tout s'est déroulé. Le monsieur s'est présenté. Il a fait un déroulé et les gens du SDF ont applaudi et les gens du RDPC ont applaudi. C'était presque un plébiscite et on est passé au vote. C'est de ça qu'il s'agit et j'étais au courant de ça. C'est ça que tu parles, Meka? Non, je dis qu'il y a eu... Tout le monde a applaudi et puis on est passé au vote. Mais est-ce qu'on élit un maire par des applaudissements? C'est par le vote, Luther. Il y a eu un vote. Lequel vote alors? Le vote était censé être secret. Le vote était censé être secret ou bien tenu devant tout le monde? Mais pour la plupart... On peut dire, c'est parfois des concertations unanimes. Non, on peut dire, on vote pas. On est en République, M. Meka. Je tombe de nuit parce que le Cameroun n'est pas un endroit, M. Meka. C'est un pays. Tout à fait. Une république. Tout à fait. C'est pas quelque part. Ce monsieur s'est présent. Je répète pour que les il avait le droit, en tant que conseiller municipal, de se présenter. Ce monsieur s'est présenté. Si le préfet estime qu'il a le droit, il a fait un discours. On va à l'élection. Mais le bulletin secret. Peut-être il faudrait que je dise la raison pour laquelle il dit qu'il a été mis de côté tout simplement parce qu'il avait critiqué l'honorable Nietzsche d'avoir piétiné les effigies du parti et il a été mis de côté comme candidat. Et il s'est porté candidat et il y a eu des applaudissements et après il y a eu le vote. C'est de ça candidat au poste de la journée. Merci messieurs. André Luther Mekae. Pourquoi tu vas oublier les téléspectateurs? Tu comprends très bien ce que je dis. Revenons au conseil de discipline avec... régional. Revenons au conseil de discipline du RDPC avec Serge Gauthier, Onanina. Alors que 90 personnes, près de 90, soient traduites devant le conseil de discipline, parce que la vérité c'est que certains ont rejeté le système d'investiture. Est-ce que ça ne dénote pas d'un véritable malaise et même mal-être finalement au sein du RDPC? Moi je ne vais pas juger les malaises du RDPC. À lui, en tant que RDPC, de se soigner, de faire son diagnostic, de se soigner, de trouver un médecin. Moi, je suis pur, je veux que le RDPC quitte le pouvoir pour que je lui montre comment on dirige. Mais je ne veux pas lui apprendre à lui à fonctionner en interne. Moi, j'ai envie de vous dire, concernant la question des conseils de discipline, qu'il s'agit là de l'équation compliquée et difficile de la discipline du parti. Je veux dire des instructions de la direction du parti et de la reconnaissance populaire, c'est-à-dire de l'aura populaire d'un candidat. Très souvent, c'est ça qui est à l'origine de cela. On est bien d'accord que nous sommes dans les associations, on est bien d'accord qu'il y a une discipline à respecter, mais il y a des investissements que des individus ont consentis pendant toute une période avant de candidater. Investissement en ressources financières, en ressources humaines, en toutes les ressources que vous connaissez. Et puis, quand il arrive le moment d'investir, de candidater et d'investir, le parti impose, dans certaines conditions ou dans certains cas, un candidat parachuté ça et là, qui n'est pas reconnu par la base, qui n'a pas parfois une vision, un programme politique, parce qu'il ne connaît pas les réalités du terrain. Et quand le monsieur du parti, qui lui, connaissant son militantisme, connaissant la reconnaissance qu'il a de la population, connaissant les objectifs qu'il s'est fixés pour pouvoir améliorer les conditions de vie de ces populations, se sent mis à l'écart, alors il peut se révolter. C'est la raison pour laquelle, à la fois, quand les maires sont élus, on a vu, quand il fallait investir les maires, à un moment, il y a eu des villes dans lesquelles les populations, les personnes, certains camarades de certains partis se sont portés candidats alors qu'ils n'en avaient plus l'autorisation. Ils ont également connu le soutien de la base, parce que la base leur reconnaît un certain nombre de faits d'actes. C'est de cela qu'il est question, premièrement. Deuxièmement, je voudrais dire que je suis amusé par le timing de ce conseil de discipline. Tous les partis politiques sérieux aujourd'hui ont fait des conseils de discipline 2, 3 mois, 4 mois maximum après l'élection, parce qu'il y a mieux à faire après ça. Quand vous venez faire un conseil de discipline environ 9 mois plus tard, c'est la preuve du laxisme, dans le contraire de la rigueur dans le RDPC. C'est la preuve également de l'anarchie, le contraire de la moralisation dans le RDPC. Donc moi j'invite ce parti véritablement concurrent à se concentrer dans les formations, non seulement de ces cadres pour le respect des valeurs de la République, pour nous éviter non seulement la corruption, mais tous les dysfonctionnements et les malfonctionnements que nous observons. Je l'invite également à faire en sorte que ces cadres pensent aujourd'hui au développement sérieux du pays. C'est en cela que le RDPC doit être formé. Vous savez que et c'est peut-être par là que je vais chuter, l'un des reproches majeurs qu'on fait au système gouvernant, c'est la qualité, l'efficacité et la performance de ces hommes.
Or, quand vous appartenez à un appareil qui dirige, il est apprécié sur la qualité de ses résultats. Ce n'est pas le PUR, ce n'est pas le MRC, ce n'est pas le SDF qui a beaucoup de prisonniers, qui a beaucoup d'élus contestés, critiqués par rapport à la mauvaise qualité de leur performance, des résultats et des actes qu'ils posent. On vient d'évoquer par exemple un conflit. S'il y avait dans ce parti un sérieux, le département de la formation politique des cadres par rapport au fonctionnement, à la gouvernance, au management d'un pays, c'était sérieux, on ne se retrouverait pas à cela. Investiture et parti politique, comment est-ce qu'on procède au MRC? Avant de répondre directement à votre question, j'aimerais aussi signaler que la question de la discipline dans un parti politique est en effet une question assez complexe. Parce que nous sommes effectivement entre une sorte de marteau et l'enclume. À la fois, il y a les textes du parti et à la fois, certains acteurs politiques font jouer d'autres considérations qui ne sont pas forcément des considérations propres aux textes pour lesquels ils se sont engagés. Ça me permet d'ailleurs de faire une nuance entre ce qu'on pourrait appeler militant et activiste. Parce que vous savez que quand on est activiste, on est essentiellement indépendant et libre de sa propre conduite. Même si en tant qu'activiste, on peut avoir des positions qui se rapprochent de celles parfois d'une formation politique. Mais quand on est militant, cela suppose précisément qu'on a accepté de se soumettre. Le militantisme implique d'abord la soumission. Soumission à quoi? Soumission évidemment au texte du parti, parce que comme il a été souligné précédemment, un parti politique c'est d'abord une association et donc un contrat, même si c'est un contrat d'adhésion, c'est quand même un contrat, cela relève de l'acceptation. Quand on accepte de se soumettre aux dispositions régissant le fonctionnement d'un parti politique, on s'y soumet. On se soumet aussi à la vision, et je me félicite qu'au Cameroun, pour demander à avoir l'autorisation de créer un parti politique, il faut déposer un projet de société, même si je ne sais pas très exactement quel est le projet de société du parti dont vous avez fait allusion tout à l'heure, qui serait en train de se battre. Parce que parfois, ils se battent précisément parce qu'ils ne savent pas ce pourquoi ils se sont mis ensemble. Ils n'ont pas de projet de société que je sache. Donc, une question qu'on pourrait également se poser. En ce qui concerne le MRC, d'ailleurs je me félicite, je prie mon grand frère de ne pas prendre ça mal. Je me félicite qu'au MRC nous n'ayons pas l'équivalent du 8-2. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous pouvez voir sur la scène politique que les militants du MRC sont ceux-là qui peuvent avoir une certaine liberté de ton vis-à-vis. Le Benjamin par exemple? Je ne cite pas les contemporains, mais il y en a d'autres. Non, je veux dire, est-ce que ce cas particulièrement mérite d'être, selon vous, partant de ce comme que je vous dites, vous l'ai mérite d'être dit, débattu? comme je vous l'ai dit, au MRC, nous n'avons pas de 8-2, il n'y a pas d'auto-exclusion. Et l'exclusion même n'est pas le fait d'un organe exécutif du parti, ce sont les organes, c'est les commissions de médiation et d'arbitrage, au minimum au niveau des régions, qui peuvent décider de la suspension d'un militant, parce que l'exclusion d'un militant relève de la compétence de la Commission nationale de médiation et d'arbitrage. Donc, en ce qui concerne le MRC, nous n'avons pas choisi l'option d'exclure des militants. D'exclure des militants, s'il vous plaît. Attendez, une minute, monsieur. Voilà, on n'a pas choisi cette option-là, mais nous sommes parfaitement d'accord avec le fait qu'un militant, c'est d'abord quelqu'un qui est astreint au respect de la discipline du parti. Et c'est le parti maintenant, en fonction de son organisation interne, qui apprécie de comment est-ce que cela est traité. Pour ce qui concerne le mode de désignation des candidats dans notre parti, il y a plusieurs instances qui sont compétentes en fonction des élections. Il y a que c'est le directoire national qui, en principe, investit les candidats aux élections locales, mais cette investiture fait suite au consensus et éventuellement aux primaires quand cela est nécessaire. De toutes les manières, la compétence principale d'investir formellement, c'est-à-dire de donner le quitus au candidat pour qu'il se présente formellement dans le cadre d'une élection, revient au directoire national qui, avant d'investir, procède selon les cas,
Je vous rappelle que le MRC est une jeune formation politique. Donc, cette flexibilité, c'était parce qu'on se disait bien qu'il y a des zones où il va falloir nécessairement composer. Si on adoptait le principe, par exemple, des primaires systématiques comme nos aînés du SDF, ce qui n'est pas une mauvaise chose, cela pouvait à un moment donné laisser plus de problèmes que de solutions. C'est pour ça que, sans l'exclure, nous l'associons notamment au consensus, notamment à la concertation, pour qu'on ait le plus possible les moyens d'éviter qu'il y ait des fractures au moment des... Je voulais dire que le diagnostic également de nos partis politiques au Cameroun, en Afrique, c'est aussi leur incapacité à être démocratique à l'interne. On est bien d'accord que nous sommes des associations, qu'il y a une discipline, mais le fonctionnement, puisque nous sommes dans un champ particulier qui est le champ politique, qui est un champ qui doit être et qui doit être apprécié en fonction du contexte, c'est des dynamiques, c'est pas figé. Donc on doit accepter, nous devons être capables dans nos partis politiques d'accepter premièrement la contradiction. Et c'est pour ça qu'ailleurs, on reconnaît la notion de frondeur. Un frondeur, c'est quelqu'un qui est dans un appareil, mais qui constate qu'à un moment, le parti ne veut pas évoluer ou est statique, figé par rapport à une manière de faire, et qui fait des propositions, mais qui a l'impression que le parti, le directoire et le gros du parti n'est pas fait la sourde oreille, et donc il prend la parole publique. Mais cela ne veut dire pas que, parce que être frondeur n'est pas outrager, entrer en conflit direct avec les dirigeants, le directoire du parti, c'est de faire des offres constructives. Parce que chez nous, j'ai l'impression que dans nos appareils, dans nos formations, quand on fait une proposition constructive, on est l'adversaire, l'ennemi du parti. Non, peut-être le camarade a apprécié le contexte et a vu que le parti traînait par rapport à un enjeu du contexte et il fallait aller très vite. S'il vous plaît. Je voudrais ajouter par rapport à ce qui est dit par les populistes, dit que le RDPC est le champ de la démocratie. Parce que je vais vous dire que le RDPC est le seul parti qui fait toujours les renouvellements des organes de base. Je mets quiconque à défi de nous dire si dans leur parti, démocratiquement, ils ont fait, n'est-ce pas, le renouvellement des organes de base. Maître Diourou faisait savoir qu'avant les investitures MRC, par exemple, on a en amont la concertation, on a le consensus. Est-ce que c'est le cas également au RDPC? Sinon, qu'est-ce qui justifie que près de 90 militants soient traduits au conseil de discipline? J'étais maintenant en train de dire que dans le RDPC, il y a ce qu'on appelle le renouvellement des organes de base, notamment. Il y a un certain nombre d'élections qui sont faites dans le parti pour les instances, n'est-ce pas, du parti. Et en cela, vous allez remarquer que les partis de l'opposition le font moins ou pas. Je vous prends un exemple, notamment des élections régionales qu'il y a eu dans le SDF, où il y a eu véritablement une bagarre, une rixe entre M. N'Djamène, M. Elimbi Lobé et M. Nietzsche. Et je ne sais pas si cette élection a été actée jusqu'à aujourd'hui, mais dans tous les cas, il n'y a pas eu élection. Qu'est-ce qui se passe notamment dans d'autres partis politiques? Moi, j'ai été alerté par une militante du PURS qui avait été enfermée, qui a été arrêtée, parce qu'effectivement, quand nous sommes allés au fond, c'était des problèmes, n'est-ce pas, d'investiture, parce qu'on a projeté une militante au détriment de d'autres militants et des militantes qui devaient, n'est-ce pas, être au sein du parti. Donc, cela relève effectivement le problème, n'est-ce pas, de la démocratie dans les partis de l'opposition. En ce qui concerne le RDPC, je mets tout le monde au défi. Est-ce que ces renouvellements de base, des organes de base dont vous parlez, est-ce que ça compte au moment des investitures, au moment où Yaoundé choisit le candidat qui doit représenter le parti? Non, je vais vous dire comment ça s'est passé, parce que j'ai été un candidat à Douala 5e. Notamment, il y a effectivement à la base, n'est-ce pas, une sorte de démocratie. Et il y a à la base un choix qui est fait par la base. Vous allez remarquer que la plupart des têtes de liste qui se sont présentées ont été, n'est-ce pas, plébiscités par le sommet. Alors, il arrive souvent que lorsque la base s'est déjà concertée et qu'il y a des têtes de liste, il y a d'autres personnes qui ne s'accordent pas avec la tête de liste. C'est à ce niveau que le comité central, à travers le mandataire, vient faire des arbitrages à l'intérieur du... Mais l'élection d'Alex Mimba, l'ex-journaliste, dément un tout petit peu ce que vous dites justement. Non. Il peut y avoir des exceptions dans certains cas, mais je suis en train de vous dire l'expérience que nous vivons dans le parti avec un acteur de ces élections-là dont j'ai été un acteur. Donc, je vous signifie donc que c'est lorsqu'il y a, n'est-ce pas, des disparités, des divergences qui ont existé, notamment dans les listes, que le mandataire
d'abord, n'est-ce pas, du RDPC, vient faire l'arbitrage, la concertation pour faire en sorte que tout le monde puisse faire une liste. C'est lorsqu'il y a donc des véritables problèmes que le comité central se saisit du dossier et fait notamment une orientation. Et c'est lorsqu'il y a ce problème d'orientation qu'il y a souvent des problèmes. Je voudrais aller un peu plus loin. Le véritable problème aujourd'hui, c'est la démocratie dans les partis politiques. Mais il y a un débat de fond sur le plan politique. Faut-il que le parti puisse, n'est-ce pas, positionner des personnes clés, des personnes qui ont la capacité, la pertinence, la compétence, des personnes qui ont investi le parti, ou alors que le parti politique cède au populisme et répondre aux aspirations des populations. Oui, le véritable problème aujourd'hui que nous avons dans les partis politiques, c'est que parfois le peuple suit des activistes, des populistes qui apportent beaucoup d'argent et qui mettent, n'est-ce pas, l'argent dans le parti sans qu'il y ait notamment, n'est-ce pas, un plan d'action. Vous allez voir que si on libéralise ces élections, vous allez voir parfois un monsieur sorti d'Europe avec de l'argent, il commence à faroter partout, comme on dit au quartier, et trivialement, il est suivi sans qu'il y ait, n'est-ce pas, des états de service et des prestations de services dans le parti. Allez-y, maître. Je voudrais conclure en disant que chaque structure, chaque organisation a ses hommes clés, a une stratégie, et cette stratégie doit être portée par des hommes clés qui impulsent cette stratégie dans le parti. Alors, je crois qu'il y aura un choix cornélien. Soit on laisse le parti politique à la vindicte populaire pour que tout populiste, tout activiste de tous bords puisse, n'est-ce pas, s'imposer, soit effectivement le parti canalise et met, n'est-ce pas, et essaie de mettre une politique. Merci André Lutemeka. Allez-y, maître. Merci Madame Leila. Je vais commencer par une petite boutade en disant que Monsieur Meka, vous n'avez pas besoin d'attendre que les gens viennent d'Europe pour qu'on observe ce que vous faites, ce que vous dites là. Parce qu'on voit bien que le RDPC gagne souvent des élections à des endroits pour avoir réuni des gens et pour les avoir fait se sentir bien quelques jours au détriment du reste du mandat qui reste à courir. Mais je demandais la parole pour moi aussi donner mon opinion sur une question importante que M. Onanine a soulevée tout à l'heure. C'est la notion de la liberté de ton dans un parti politique. Ce qu'il a appelé frondeur, c'est quelque chose qui me parle de manière tout à fait personnelle. Parce que voyez-vous, le fait d'être militant politique ne veut pas dire qu'on a annihilé sa conscience, sa propre conscience. Mais le problème, le travers de la pratique politique au Cameroun, c'est que justement, le fait d'être frondeur au Cameroun n'a pas souvent de contenu. Ce qu'on peut considérer dans nos différents partis politiques comme des frondeurs ne vous disent pas ce qu'ils proposent en réalité. Ils ne vous donnent pas de position argumenté, structuré, il se contente juste de ne pas être d'accord. Le problème que cela pose, c'est que si on prend un cas comme celui de la France, si vous prenez le Parti socialiste français par exemple, cela est connu que le Parti socialiste a des courants. Et chaque courant a des leaders. Mais quand on parle bien de courant, c'est qu'on est dans le débat idéologique, peut-être même stratégique. Vous voyez donc qu'à partir de ce moment, on peut avoir au sein d'un même parti ceux qui sont un peu plus à gauche. Et quand je convoque les notions de gauche et de droite, je prie les téléspectateurs de ne pas prendre ça au premier degré parce que dans un contexte comme celui du Cameroun, ça peut ne pas forcément vouloir dire grand-chose. Mais de toutes les manières, on peut avoir certains qui sont un peu plus proches des idées progressistes que d'autres dans le même parti, qui sont un peu plus conservateurs. En tout cas, par exemple, en ce qui concerne les approches ou les actions sur le terrain. À partir de ce moment-là, il y a une structuration de la pensée politique, de l'idéologie. Mais si on est dans un parti politique où on ne contribue pas, dans le cadre politique qui est existant, à l'enrichissement des idées politiques, et on se contente simplement parce que on a la liberté d'expression que personne ne conteste, de chaque fois se mettre à affronter, voyez-vous, une position du parti, une position concertée du parti, une position parfois consensuelle du parti, où on n'a pas souvent parfois été présent de son propre chef, cela peut laisser quand même songeur sur le sens qu'on peut vouloir donner à son attitude, ou alors sur le fait qu'on peut vouloir se présenter comme un frondeur. Mais sur le principe, il y a effectivement que nous devons respecter la liberté des uns et des autres de s'exprimer, mais l'usage de la liberté est une responsabilité en soi. Et on doit, à chaque fois qu'on prend la parole publiquement,
surtout quand on est soit militant, soit d'ailleurs responsable dans un parti politique, il faut toujours s'assurer qu'on est responsable quand on le fait. Allez-y, Yachil. Oui, Léla, merci. Avant de pouvoir dérouler mon propos, je vais faire deux précisions. Déjà, moi je constate que Luther a une peur bleue du personnage Nietzsche, parce qu'il le cite à tout bout de champ. Déjà, je corrige, il parlait de la dernière élection régionale littorale dans le SDF. L'élection a bel et bien eu lieu. Les candidats qui étaient en liste, il a cité, mais il se trouve que le jour de l'élection, un candidat arrive, il décide de ne plus participer à l'élection. On arrête le processus, c'est son droit le plus absolu. C'est son droit le plus absolu d'être candidat et c'est son droit le plus absolu de se retirer. Et quand il se retire, l'élection se poursuit et pour ta gouverne, Luther Meka, l'élection a été validée lors de la réunion suivante du comité directeur de notre parti. Ça, c'est deux. De deux. Par rapport... Limbi Lobé, M. N'Djamé n'ont pas été candidat. Vous avez refusé qu'il soit candidat. Il ne te reste plus qu'à prendre une carte au SDF, parce que tu sembles vouloir m'informer de ce qui se passe au sein du SDF. Non, je poursuis. Monsieur Nietzsche est très souvent informé sur beaucoup de choses quand il s'agit de discréditer. Mais très mal informé, bien sûr. Deuxième précision. Par rapport à la session de plein droit... André Luther Meka. Deuxième précision. Par rapport à la session de plein droit du conseil municipal de la commune d'arrondissement de Douala 3e, il a parlé de M. Nietzsche. M. Nietzsche n'était candidat à rien. Il n'est même pas conseiller municipal. C'est Achille Azemba qui était candidat. Et le soi-disant candidat du RDPC, qui était dans les rangs du SDF, s'est levé et accuse M. Nietzsche d'avoir voulu brûler les effigies du RDPC et que lui, il s'est opposé. M. Nietzsche n'était candidat à rien. Et malheureusement, les militants du RDPC, pensant sanctionner, en réalité, c'est lui qu'ils auraient dû sanctionner, ont plutôt sanctionné quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas grave. Monsieur Meka, ma vie politique ne s'arrête pas à un poste d'adjoint au maire. Je vise plus loin. Qui ne te dit pas que le prochain homme fort de la commune d'arrondissement de Douala 3e pourrait être moi. Pour revenir donc à ce que Roland disait, Roland, ne te gêne pas par rapport à ça. Nous assumons le 8-2 qui fait partie de nos statuts. Et je m'explique. Une association ne saurait fonctionner sans règles. Quand vous décidez de prendre une carte au sein d'une formation politique, vous assumez les conséquences positives et négatives. Bon, maintenant, quand vous décidez d'être fondeur, il faut également avoir la culture de la tolérance, de la différence. Au sein d'une association politique, quand un problème se pose sur la table et qu'il y a la possibilité que le débat se fasse, au bout du compte, on passe au vote. Et c'est comme ça que nous procédons au SDF. Si vous êtes minoritaire, vous assumez. Et c'est de ça qu'il est question. Généralement, comme les militants du RDPC. Et je te rappelle, vous n'avez aucune leçon de démocratie à nous donner parce qu'un certain nombre une certaine manière de faire a été impulsée par le SDF. Nous avons quand même 30 ans d'existence et je peux rappeler, sans risque de me tromper, que le RDPC a beaucoup copié chez nous. Le RDPC a copié la notion des primaires et malheur en a pris parce qu'ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Et je pense que... En 1987, entre Achidi et John André Luther Meka. Tu peux me prêter de l'argent, pas les idées, parce que les idées j'en ai. Merci de me laisser continuer. Alors, quand vous êtes militant d'une formation politique, vous avez droit d'avoir une position contraire à celle du parti. Mais une fois que tout l'ensemble du comité exécutif national a pris une position, qu'elle vous plaise ou non, vous devez vous arrimer. Je vous prends un cas simple. Nous avons un ancien camarade qui est aujourd'hui aux États-Unis. Il se prend un malin plaisir d'arborer la tenue du SDF et de dire des choses que nous n'assumons pas. Mais ce monsieur, il s'auto-exclut. Il s'auto-exclut. On ne l'a pas exclu, il s'auto-exclut. Parce que si on décide, la direction du parti, après débat, décide qu'on participe aux élections municipales, lui, son point de vue, c'est qu'on n'y aille pas. C'est une opinion. Il n'a pas à l'imposer à la majorité. Il aurait dû être là, peut-être convaincre les autres camarades à adopter sa position. Donc, nous assumons cet article de notre statut et je vous garantis qu'on ne l'utilise pas abusivement parce que le militant a la possibilité de se défendre dans un conseil de discipline et même de trouver un conseil qui va le défendre. Un conseil qui peut être un avocat qui milite dans le parti ou un avocat qui n'est pas militant du parti. Je voulais juste en 30 secondes pour dire que et ceux qui prennent la posture de fondeur et qui s'offusquent après quand certains autres militants, peut-être du courant dominant, s'expriment aussi
contre leurs opinions devraient savoir qu'ils font usage de la même liberté qu'eux, c'est-à-dire la liberté d'expression. Bien évidemment. Voilà. Cher maître, monsieur le maire, rassurez-vous, je n'ai pas dit qu'être frondeur, c'est être permissif. Il faut bien qu'on fasse, on soit clair là-dessus. Okay. Et pour vous répondre à vous, monsieur Meka, je voudrais vous dire que le minimum de sérieux et de rigueur, parce que je vous sais spécialiste de la communication, aurait voulu que, au-delà de la seule version que vous avez et que vous avez présentée, vous présentiez les faits, que vous analysiez le contexte, que vous analysiez la fonctionnalité des organisations et les enjeux qu'il y avait en cours. Vous vous êtes contredit il y a quelques secondes quand vous disiez que dans le même parti, il y a les stratégies, il y a des militants qui ont une certaine aura, qui ont un certain vécu et qu'on l'on positionne. Lorsque cette camarade, je veux croire que c'est une camarade de mon parti qui vous l'a dit, parce que vous ne vous êtes jamais rapproché de nos organisations pour avoir notre version, lorsqu'elle vous l'a dit, êtes-vous venu vers nous pour savoir ce qui se passait? Eh bien, monsieur, nous étions en pleine élection municipale. Nous avons, nous candidatons à Douala 4e, où nous passons dans ce que nous appelons la proportionnelle. La proportionnelle, vous avez 41 candidats. Tout le monde ne peut pas être retenu par... quand vous avez sur la liste, non, quand vous avez même eu des conseillers municipaux, tout le monde ne peut pas être conseiller municipal. Si vous êtes donc frustré parce que vous étiez 41e, est-ce que vous êtes venu auprès du parti pour savoir pourquoi cette personne avait cette position à ce moment et l'autre a été mise en avant? Vous ne l'avez pas fait. Vous avez fait une déclaration sur la base de ce que vous avez entendu et sur ce que vous plaît de nuire pour nuire un autre appareil. Je vais vous dire, être concurrent politique n'est pas être ennemi. Nous sommes juste des adversaires. Donc lorsqu'il y a une préoccupation interne à mon appareil, ayez juste la petite humilité, l'intelligence, la sagesse de venir vers nous. Nous vous édifierons pour le bien de notre pays, parce que je le dis toujours, sur le plateau et partout, nous ne sommes peut-être pas du même bord, mais nous convergeons vers le même bord. Au regard de ce qui s'est passé en 2013, André Luther Meka, comment va ressortir votre parti après justement cette phase de conseil de discipline plus fort, un peu plus affaibli? Comment va ressortir le RDPC? Bon, j'espère que quand vous comprenez les uns et les autres, vous comprenez effectivement que la discipline est importante dans les associations. Parce qu'on ne peut pas être dans une association, dans un parti politique sans une discipline. Donc, je pense qu'il est important de fédérer les uns et les autres sur l'idéologie du parti. Et il est important aussi, dans un parti politique, qu'on puisse savoir que le sommet stratégique peut donner un certain nombre d'orientations et que ces orientations doivent être respectées par la base. Parce qu'effectivement, un parti politique, c'est une idéologie, c'est des objectifs, c'est aussi la conquête du pouvoir ou la conservation du pouvoir. Et en cela, il est important que ceux qui gèrent les partis politiques puissent avoir des hommes clés, puissent avoir des hommes liges qui permettent, n'est-ce pas, d'impulser cette dynamique sur le terrain. J'ai foi en ce que cette sanction, s'il y en aura, pourra être une sanction pédagogique, puisqu'il s'agit effectivement des sanctions pédagogiques pour que les uns et les autres sachent qu'un parti politique est une structure organisée et qu'ils doivent respecter les textes et respecter ceux qui, n'est-ce pas, managent ce parti, la hiérarchie du parti. Là, tu es dans la contradiction, hein, parce que tout à l'heure, tu me charriais par rapport au 8-2. Mais moi, je te comprends c'est lui qui vous a charrié, c'est pas moi. Maurice Kamto demande au peuple camerounais de se tenir prêt, en effet, du président du MRC, toute convocation du corps électoral avant la résolution de la crise anglophone et la réforme consensuelle du système électoral actuel provoquera le lancement d'une gigantesque campagne nationale d'appel au départ pur et simple de M. Paul Biya du pouvoir. Maître Roland Diowo, on va commencer par vous. Est-ce un discours insurrectionnel qu'a tenu Maurice Kamto? Parce que c'est ça finalement le grand débat. Maurice Kamto appelle-t-il à une révolution populaire? Ce n'est pas le grand débat. Ce n'est pas parce que les gens du RDPC vous disent que nous avons appelé à l'insurrection que c'est un fait. Non, ce n'est pas le grand débat. Nous avons dit ce que nous avons dit. Je crois que cela se passe de tout commentaire. Nous avons clairement indiqué que il y a, et d'ailleurs les remue-ménages que nous observons au sein du RDPC, que nous voyons la territoriale mener, montrent bien qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et ce qui se prépare vise à une forfaiture de plus, c'est-à-dire la mise en place, dans le contexte que nous connaissons tous, des conseils régionaux prétendument pour régler des problèmes qu'on n'arrive pas à régler pour certains depuis 4 ans, pour d'autres depuis une éternité. Non, notre message, il est clair. Nous disons, depuis que la crise anglophone a débuté dans notre pays, on a essayé toutes sortes de formules. Il est temps que on exige de manière un peu plus ferme que
ceux qui ont pris sur eux de nous confisquer et de confisquer la gouvernance de ce pays à travers des fraudes électorales massives et barbares à la suite des élections de 2018, il est temps que ceux-là, effectivement, assument leurs responsabilités. Et l'une des responsabilités, quand on exerce le pouvoir de fait, c'est de régler les problèmes des populations. Parmi les problèmes des populations camerounaises aujourd'hui, les plus importants, c'est la crise qui, depuis environ 4 années, décime et endeuille nos frères, parce que j'insiste sur le fait que ce sont nos frères et sœurs. Ce n'est pas une guerre qui se déroule en Irak, ce n'est pas une guerre qui se déroule en Afghanistan. Peut-être qu'on est à Douala et qu'on n'entend pas crépiter des coups de feu ici, mais c'est juste à côté là. C'est dans le nord-ouest, c'est dans le sud-ouest. Et pour cette seule raison, des dirigeants normaux devraient prendre cela comme une question d'urgence et de salubrité nationale. Sauf que depuis tout ce temps, tous les acteurs politiques font comme si on peut mettre, par exemple, la crise anglophone au rang de question secondaire. Nous disons simplement, et c'est notre conviction, qu'il est temps que cela cesse d'être juste un adjuvant de la scène politique camerounaise, mais que cela devienne une véritable priorité. Que ce soit une priorité qu'il y ait l'ouverture de négociations en vue d'obtenir un cessez-le-feu dans ces régions-là, condition sine qua non pour la mise sur pied d'un dialogue sincère, inclusif, de sorte qu'au sortir de là, on peut avoir une solution durable pour la crise anglophone d'une part, et d'autre part, qu'on ne soit plus dans le ressac habituel d'élections tout le temps contestées. Parce que précisément, aucun acteur ici présent, peut-être à l'exception de M. Meka, aucun acteur politique ici présent ne peut jurer que pour lui, les règles du jeu électoral sont crédibles, sont transparentes. Il faut donc mettre fin à cela plutôt que de faire semblant de faire des élections chaque fois, alors qu'on peut, précisément, avant toute chose, s'asseoir autour d'une table de manière consensuelle et là aussi réformer les institutions, le système électoral pour qu'enfin, chaque fois qu'on ira aux élections, que le gagnant soit le gagnant. André Luther Meka, on a bien vu que cette sortie dérange des cadres du RDPC, mais qu'est-ce qui fait problème avec les derniers propos de Maurice Kamto? Qu'est-ce qui dérange autant? Ce qui dérange, c'est que Maurice Kamto n'a aucun élu, aucun conseiller, c'est-à-dire que c'est un poids plume dans la politique aujourd'hui au Cameroun. Il lance une résistance. Ce qui dérange, en fait, c'est qu'il est à sa énième provocation, notamment dans le cadre de sa résistance. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de dire aux Camerounais que un président de parti politique n'a pas l'immunité. Ça veut dire qu'il ne peut pas chaque fois avoir pour métier de pouvoir susciter l'insurrection, de pouvoir faire atteinte à la sûreté de l'État sans qu'il ne soit inquiété. Je voudrais signifier aujourd'hui que le professeur Maurice Kamto a eu une stratégie, n'est-ce pas, d'insurrection. Notamment, la stratégie était connue, M. Paul-Éric Kinga en parlait aisément. C'était effectivement de partie de la théorie de l'ivoirisation, c'est-à-dire qu'il s'autoproclame président, il crée un gouvernement parallèle, il nomme les ambassadeurs, il recrute des généraux qui deviennent des milices et qui mettent à sac le Cameroun. Il a échoué. Il a échoué pourquoi? Il a échoué parce que les Camerounais ne peuvent pas avoir de leçons ou ne peuvent pas être dirigés par quelqu'un qui a fait 7 ans au gouvernement du président Biya, quelqu'un qui a gagné les marchés dans son propre ministère, ce qui est un délit d'initié, quelqu'un qui, nettement, dans le gouvernement, a reçu les faveurs du président Paul Biya, notamment, vous êtes au courant qu'on avait évacué sa maman, on a fait ceci, bref, il a eu tous les avantages. Il a eu, dernièrement, il a eu le marché du code pénal, et que c'est la même personne qui revient et qui dit, écoutez, ça va mal, on va vous libérer. C'est tellement incongru que les Camerounais ont compris que c'est un farceur. Vous avez commencé par dire que Maurice Kamto était un poids plume. Mais est-ce que le fait
qu'on lui réponde tout le temps. Je veux dire qu'à chacune de ces sorties, on a des réponses soit du professeur Jacques Ndongo, qui est en charge de la communication au comité central, soit même Grégoire Owona. Est-ce que le fait qu'on lui réponde tout le temps ne conteste pas finalement la position que vous voulez lui attribuer? C'est parce que ceux qui analysent ça, ces messages... Je veux dire que d'autres partis politiques font des sorties, Cabral Libi fait des sorties, Serge Espoir Matomba fait des sorties, l'honorable Ninche, lui également, il fait beaucoup de sorties. Mais à chaque fois, on n'a pas ces réponses de ces cadres du comité central. Mais de façon systématique, une fois que Maurice Kamto fait une sortie, c'est tout le RDPC qui, passez-moi l'expression, est en panique. Non, ce n'est pas la panique. Je vais vous dire que chaque fois que vous avez un ancien braqueur qui s'est reconverti et qui est chez lui, chaque fois, n'est-ce pas, qu'on se trouve chez le voisin, il est important que la police rôde par là. Parce qu'effectivement, il peut récidiver. Mais il ne faut pas croire que les réactions, n'est-ce pas, du ministre Fam Ndongo ou du ministre Grégoire Owona, secrétaire général adjoint du parti, s'adresse à M. Kamto. Il faut faire la communication. Le destinataire du message, c'est le peuple camerounais, ce n'est pas M. Kamto. C'est-à-dire que ces élites du parti s'adressent au peuple camerounais pour leur dire de faire attention face à la manipulation et aux rêveries, n'est-ce pas, de M. Kamto. Il ne s'adresse pas... Et même la schizophrénie, je crois. Il ne s'adresse pas nécessairement, n'est-ce pas, à M. Kamto. Je pense que il est important que lorsque quelqu'un qui a pour mission essentielle de mettre le Cameroun à sac, de faire venir les Blancs pour piller le pays, de faire en sorte que il y ait, n'est-ce pas, des projets bizarres comme la réforme agraire, qu'il y ait des projets bizarres comme, n'est-ce pas, un certain nombre de partages des richesses des hommes d'affaires qui sont déjà tapis dans l'ombre. Il est important quand celui-là veut réactiver les mêmes réseaux qui l'ont déjà lâché ou nécessairement qui sont en berne, qu'ils soient surveillés par ceux qui ont la vision et qui savent ce qu'ils veulent faire. Cette sortie vous dérange autant? Je ne sais pas si je dois me prononcer en termes de dérangement ou de satisfaction. Parce que j'ai cru lire une de vos interventions sur... Je vais la resituer très rapidement. Je suis chroniqueur dans un média dans lequel on me présente des unes dans lesquelles il y a une formulation d'une préoccupation, de la descente dans la rue, et je me prononce par rapport à ce qui est, à ce point précis. D'accord. Voilà, là-bas je suis chroniqueur. Maintenant, je suis d'accord avec M. Diogo qu'ayant une responsabilité publique et politique, ça engage également ma position. Mon parti n'a pas assumé ma position, même si je suis le communicant officiel du parti. Quelle était votre position justement dans cette chronique? Dans cette chronique-là. Écoutez, c'est vous qui l'avez évoqué. Cela veut dire que vous étiez censé le dire aux auditeurs, aux téléspectateurs. Moi, je ne vais pas y revenir sur la polémique. Je veux dire, vous ne l'assumez plus? Je n'ai pas dit que je ne l'assumais pas, mais je veux penser qu'à partir du moment où vous l'avez évoqué, vous auriez dû dire aux téléspectateurs ce que j'ai dit exactement. Ce n'est pas à moi de leur dire parce que je ne suis pas dans la chronique du même média. Maintenant que je l'ai dit, par rapport à la question posée, je voudrais vous dire que nous sommes bien d'accord. Je suis surpris, c'est par là que je voulais commencer, et halluciné par le discours de M. Meka. M. Meka, quand on demande à un président de démissionner, est-ce que ça le fait peur? Pourquoi le mot départ gêne-t-il? Puisque c'est toujours l'utilisation, l'emploi d'une rhétorique de ce qu'on veut occuper le pouvoir, mais qui vous inquiète. Moi, je suis gêné quand je vous entends dire également que un candidat ou alors un leader d'un parti politique a bénéficié, par exemple, d'une facilité pour que ça... Mais je vous ai dit que nous sommes adversaires, nous ne sommes pas ennemis. Si vous organisez un anniversaire où j'organise mon mariage, je vous inviterai. Mon remariage. Ça, il faut que vous le sachiez. Et il ne faut pas utiliser ces armes en politique pour créer l'inimitié entre les Camerounais. C'est très profond ce que je vous dis. Et je le dis vraiment avec beaucoup de déception. Maintenant, concernant les problèmes posés par le MRC, si vous voulez qu'on parle de concurrence, ce que j'aime pas trop faire quand je suis dans ma casquette, j'aurais dit que, Madame Lela, je crois que vous procédez à des transferts d'argent. Que ce soit à travers votre banquier ou à travers des opérateurs de téléphonie mobile. Quand vous procédez à vos transferts d'argent, vous n'avez pas par téléphone, vous n'avez pas besoin d'être présent. Vous effectuez un ensemble d'opérations, vous faites confiance
à l'opérateur et vous rassurez juste que l'argent arrivé chez son à destination. C'est la confiance et la crédibilité d'un système, d'un fonctionnement. Je veux parler là du code électoral, transposition concrète, parce que nous avons formulé 40 propositions. Transposition concrète. Pourquoi, si je fais confiance à un code électoral, j'ai besoin de représentants dans un bureau de vote? Question simple. Vous comprenez donc qu'il y a un problème. Parce que si j'ai besoin de me faire représenter dans un bureau de vote, ça veut dire qu'il y a un risque, ça veut dire qu'il y a un danger, ça veut dire qu'il y a une menace. C'est si simple que ça. Ça, c'est la première des choses que je voudrais relever concernant le code électoral. Et nous sommes d'accord que toute l'opposition, évidemment, il n'est pas parfait, il ne sera jamais parfait, mais il est perfectible. Et ce qui fait la politique, avancer un pays, c'est la capacité de tous les acteurs, et ceux qui dirigent, ceux qui sont dans l'opposition, de s'asseoir et d'interroger ce qui ne marche pas, les dysfonctionnements, les difficultés, pour le bien-être des Camerounais, pas pour la capacité à rester éternellement au pouvoir. Si rester éternellement au pouvoir ne peut pas permettre le bien-être des Camerounais, c'est un problème. Maintenant, quant à la campagne, tant que c'est une campagne, le rôle d'un parti politique, le parti politique a 3 missions. Alerte. Oh, telle chose ne marche pas, j'alerte. Tribunicienne, où est-ce que je le dis? J'utilise tous les espaces nécessaires pour pouvoir dire, montrer, dénoncer ce qui ne marche pas. Et troisième fonction, proposition, parce que ça ne sert à rien de dénoncer, de critiquer s'il n'y a pas d'offres alternatives. C'est pour ça qu'on parle de projets alternatifs. Le MRC est dans son rôle de parti politique qui fait de l'alerte et qui fait de la tribune. Maintenant, je ne sais pas s'il a proposé. Maintenant, on est bien d'accord que moi, et là, maintenant, je vous parle du PUS, nous avons candidaté, nous avons participé aux élections. Pourquoi? Parce que nous pensons que dans un pays qui est une organisation, il y a un mode de fonctionnement des institutions. À partir du moment où nous sommes allés aux élections. Donc, si c'est une campagne pour résister, pour s'opposer, oui. Mais si c'est une autre campagne parce qu'il y a une inspiration comparée et comparative de ce qui s'est passé ailleurs, à ce moment-là, nous disons non, il fallait candidater parce qu'il y a des mécanismes clairs d'accès au pouvoir. Juste une précision, parce qu'il a fait une allusion sur les représentants dans les bureaux de vote. On n'a pas besoin des représentants dans les bureaux de vote parce qu'il y a un risque, juste parce qu'il y a un certain procès verbal qui sera signé, authentifié, et qui fera foi des résultats qui sortent de ces bureaux de vote. Vous n'avez pas bien lu le code. Non, c'est celui des LECAM qui fait foi. Est-ce qu'on est obligé d'avoir ces représentants et ces multiples procès verbaux? Non, je voudrais dire qu'il est important qu'il sache dans son questionnement que c'est le procès verbal qui sera signé, authentifié, après l'élection, qui fait problème, parce que le parti politique qui n'est pas représenté dans le bureau de vote peut dire effectivement qu'il n'est pas responsable de ces résultats, il n'est pas responsable, n'est-ce pas? Achille Lasemba, la situation politique au Cameroun, est-ce qu'elle exige ce type de discours? Je veux dire, quand est-ce qu'on arrive à faire ce type de discours tel que Maurice Kamto? Bon, avant d'arriver à répondre à votre question, je voudrais faire quelques précisions. Déjà, et je suis sûr que les esprits retors vont me taxer de pro-MRC, parce que c'est un peu habituellement même à l'intérieur des D'ailleurs, l'honorable Nietzsche a fait une sortie pour, entre guillemets, appuyer la position. Tout à fait. Pour dire à Luther, qui est quelqu'un... Les fameuses informations de bonne source. Pour dire à Luther, qui est quelqu'un Achille Lasemba a la parole. Oui. Parce que c'est un esprit éveillé, même si sur les plateaux, il a des positions qui peuvent paraître ambiguës. Pour dire à Luther que, en tant que politique, quand tu t'exprimes, il faut être un peu mesuré. Quand vous traitez un leader politique de braqueur, de tous les noms d'oiseaux, moi je trouve que c'est un peu excessif. Non, j'ai fait une allusion. Non, et Luther, je vais te dire pourquoi. J'ai fait une allusion. Et je vais te dire pourquoi je le dis. Et tu comprendras que j'ai beaucoup d'estime pour toi. Le ministre Marafa, quand il était ministre de l'administration territoriale, au lendemain d'une élection, je crois que c'était de 2007, ou bien avant, ma mémoire me joue un peu de tout, c'est peut-être la vieillesse qui arrive aussi, a taxé Frundi de
très très mauvaise personne qui se baladait dans la ville de Bamenda avec un meurtrier, un repris de justice qui s'était évadé de la prison. Le même Arafa qui insultait Froundi, quelques années plus tard, s'est retrouvé dans les griffes de M. Paul Biya. Et vous savez qui a envoyé des conseils pour défendre Arafa? C'est le SDF. Dans mes cas, aujourd'hui, tu es peut-être dans la cuisine du RDPC, demain, sait-on jamais. Pour dire que, essayons de débattre, mais pas de s'acharner sur un individu qui peut avoir son opinion et que vous devez respecter. MRC parce que alors, pour revenir au sujet de fond, ils ont une horde de... Les élections, d'insulteurs. L'organisation des élections au Cameroun, c'est un problème. Et je me réjouis que le MRC nous ait rejoints dans ce combat. Parce que nous l'avons démarré. Non, non. Qui a rejoint l'autre, finalement? Tu peux rire. Non, nous avons quand même 30 ans de vie. Il a dit lui-même qu'ils sont une jeune formation politique. Il faut être honnête intellectuellement. Mais je dis, nous avons commencé ce combat quand l'organisation des élections était entre les mains des sous-préfets. Tout à fait. On s'est battu, on est passé à ONEL. De ONEL 1, ONEL 2. Pour en arriver à Eleka. Maintenant, le combat continue. Et justement, il faut que ce code électoral soit amélioré, même pour votre intérêt. Parce qu'il y a plein de gens à l'intérieur de la formation RDPC qui souhaiteraient même partir de cette formation, créer un autre parti politique et aller à la chasse d'une commune, d'un siège de député ou d'un siège de sénateur. Pourquoi pas? Et tout homme qui a une ambition politique est appelé à grandir. Ne pensez pas que quand on demande qu'un code électoral consensuel soit arrêté, c'est uniquement dans l'intérêt de l'opposition, ou ça veut dire forcément que c'est pour faire partie BIA. Non, on a vu, et pas plus loin, dans un pays voisin, à côté, le Bénin, un ancien dictateur être chassé du pouvoir et revenir démocratiquement par les élections. Mathieu Kérékou, il est décédé par après. Alors, pourquoi les choses ne se passeraient pas au Cameroun comme ça se passe ailleurs? Qu'au sorti d'une élection, vous qui étiez l'adversaire de celui qui a gagné, l'appeler au téléphone pour le féliciter. Pourquoi on en arriverait pas là? Pour revenir aux élections régionales, moi je dis c'est une forfaiture. Vous parlez de régler un problème dans le nord et le sud-ouest. Où va se dérouler l'élection? Est-ce qu'il y a la calmie? On nous a dit qu'avec les élections municipales et législatives, non, la situation devait revenir à la normale. Mais c'est un hold-up électoral. Excusez-moi le mot, c'est votre chasse gardée, mais je peux l'utiliser parce qu'il figure dans le dictionnaire. Donc, arrêtons de faire un peu ce que mon grand-père me disait, de ne pas oublier. C'est-à-dire que le chien qui va vous aider à attraper la proie, vous laissez la proie et vous poursuivez plutôt le chien qui doit vous aider. Non, adressons les problèmes tels qu'ils sont, trouvons des solutions durables. Si on a attendu quelques années pour mettre ce conseil régional, pourquoi ne mettons-nous pas un code électoral qui pourrait fédérer toutes les énergies? Justement, revenons sur les demandes, revenons aux demandes formulées par Maurice Kamto. Parce qu'ils aiment s'attaquer aux personnes. Il a pris beaucoup de temps pour nous expliquer qui était Maurice Kamto selon lui et selon ses informations parfois tirées selon lui à bonne source. Mais je serais très curieux d'entendre. Revenons justement aux demandes formulées par Maurice Kamto. Résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Révision du code électoral. C'est d'ailleurs la même demande que formulent tous les autres acteurs de l'opposition. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ce ne sont pas des demandes louables en ces temps de crise? Ce sont des demandes politiques et instrumentalisées politiquement. Je le dis pourquoi? Parce que lorsque nous étions véritablement au sommet de la crise anglophone, ce sont les hommes politiques à l'unisson qui avaient demandé le grand dialogue. Je voudrais vous dire que moi, particulièrement, je refusais le grand dialogue politique parce que je me disais que c'était effectivement un retour en force des partis politiques qui ont été des losers et qui voulaient renégocier le pouvoir. Heureusement que le chef de l'État, mu par sa sagesse légendaire, a circonscrit, n'est-ce pas, le grand dialogue sur la résolution de la crise anglophone. Il en est ressorti quoi? Il en est ressorti le statut spécial, l'élection des maires des villes et effectivement, dans le cadre du processus de décentralisation, les élections régionales. Sensiblement un an après, quelles sont les retombées dans le nord-ouest et le sud-est? Je voudrais vous dire sincèrement que les élections régionales sont la solution
de la crise anglophone. Et c'est pour ça que M. Maurice Kamto sort des bois. Parce qu'il sait que si on passe à ce cap-là, la crise anglophone va battre de l'aile. Parce qu'il s'agit effectivement de la décentralisation et le droit, n'est-ce pas, des populations riveraines de disposer, n'est-ce pas, d'elles-mêmes. Donc, si effectivement... Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes renvoie plutôt à l'indépendance. Non, je suis en train de... parle en tant que juriste. Non, je suis en train de vous faire une élaboration que vous comprenez très bien et dont vous voulez vous amuser. Donc, il est important que dans ce sens-là, que ce processus puisse aboutir, parce que ce processus est l'apothéose de la décentralisation. Vous savez, un président des régions, il peut tout, il délibère, il oriente la politique de la région, il prend un certain nombre de problèmes en main. En fait, c'est une gestion décentralisée, n'est-ce pas, du pouvoir. Et on se pose des questions de savoir comment, lorsque nous arrivons déjà à l'apothéose du régionalisme, que ce soit M. Maurice Kamto qui vient s'interposer. Alors, beaucoup d'idées sortent des bois où on a l'impression que dans la politique, n'est-ce pas, de la réforme agraire dont il porte le projet, il ne voudrait pas qu'il y ait une gestion décentralisée locale où les filles des régions qui sont liées par le sang vont effectivement prendre les choses en main et pouvoir disposer, n'est-ce pas, d'un certain nombre de biens. Donc, il y a beaucoup d'allusions. En ce qui concerne... La révision du code électoral, parce que là, vous avez parlé de la résolution. En ce qui concerne la révision du code électoral, moi, je suis toujours surpris de voir que c'est les mêmes politiciens qui ont été élus par ce même code qui sont nettement en train de critiquer le code. Et le code ne s'écrit pas dans la rue. Ça s'écrit pas à Santa Barbara ou à Santa. Le code électoral s'écrit à l'Assemblée nationale, au Sénat. Où le RDPC est majoritaire. Ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de notre faute. C'est non, je veux dire que partant de là, est-ce que les doléances de l'opposition peuvent être entendues partant de là? Je suis embêté. Je suis embêté parce que nous sommes regardés à travers le monde. Vous n'allez pas m'imposer de dire ici que le code électoral s'écrit dans la résistance de M. Kamto ou bien, n'est-ce pas, dans le parti politique de M. Frundi. Le code électoral s'écrit à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et c'est en cela que la position de M. Kamto a été une bourde politique du fait de ne pas être représenté dans les institutions qui peuvent lui permettre ou permettre à son parti d'activer les leviers pour pouvoir corriger un certain nombre de choses à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça que je dis que M. Maurice Kamto a sacrifié l'âme politique du MRC pour ses besoins égoïstes. Vous voyez, aujourd'hui, on ne parle que de Kamto, et il devient effectivement un activiste et non un président de parti. Du lancement d'une gigantesque campagne nationale d'appel au départ pur et simple de M. Paul Biya, si jamais toute convocation du corps électoral intervenait avant la résolution de la crise. Ma question est celle de savoir, est-ce que le MRC a les moyens de franchir le pas? Je veux dire, est-ce que le terrain a suffisamment été préparé? Des échanges, par exemple, avec les autres partis politiques de l'opposition, avec la société civile. Est-ce que Maurice Kamto est capable d'organiser une véritable révolution populaire au regard du bilan des marches pour dire non au hold-up électoral? Vous mettez une graine en terre et vous me demandez si je pense qu'elle va germer. Non, je vous réponds attendons de voir, simplement, si c'est ça votre question. Je crois qu'il y a un certain travail qui est fait, qui continue d'ailleurs d'être fait avant. Je veux dire, si l'objectif de Maurice Kamto est de mobiliser tous les Camerounais et pas que les militants du MRC, est-ce qu'il a au préalable échangé avec les autres partis politiques de l'opposition qui eux aussi ont des militants, avec la société civile également? C'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc, avant cet appel et après cet appel, il y a un travail qui se fait, qui n'est pas nécessairement un travail public. Et le moment venu, les résultats seront appréciés. Je peux déjà signaler que... en ce qui concerne au moins la société civile, nous avons reçu un soutien qui n'est pas des moindres du président fondateur de l'ONG Justice Plus, comme vous le savez, le El Hadj Aboubakar Ousmane Mey, qui se bat depuis plusieurs années au Cameroun, notamment pour le retour de la dépouille du feu président Amadou Ahidjo et la reconnaissance d'une certaine dignité à son épouse, Madame Germaine Ahidjo. On peut citer ça parce que c'est désormais public, mais je me garderai de parler de tout ce qui, pour l'instant,
n'est pas encore disponible sur la place publique, mais je puis vous rassurer de ce que c'est un travail qui a besoin d'être fait sereinement. Et ceux d'en face qui estiment que lorsqu'on n'a pas de conseillers municipaux, que lorsqu'on n'a pas d'élus, on n'a pas droit à la parole, je leur dirais simplement de prendre leur mal en patience. Et nous, contrairement à eux, nous pensons que les Camerounais ne sont pas de petits gamins. Nous pensons que notre peuple est suffisamment mûr et mature et qu'il est capable d'entendre un appel, quel qu'il soit. Et d'ailleurs, je profite pour mettre le pied dans le plat. J'indiquerai simplement que si un Camerounais pense que s'il doit exiger, par exemple, qu'il y ait ce genre de réforme dans ce pays pour faire plaisir à qui que ce soit, y compris le président élu, le professeur Maurice Kamto, il n'a qu'à ne pas se bouger. Parce que ce n'est pas de ça qu'il est question, en tout cas en ce qui nous concerne. Il n'est pas question de lui faire plaisir à lui. Il est question de remettre notre pays debout. Et j'ai aimé la formule de M. Onanina tout à l'heure. Nous ne sommes peut-être pas du même bord, mais nous allons vers le même port. Et le port dont il s'agit est le Cameroun, l'État du Cameroun, pas le régime Biya. Parce que d'ailleurs, beaucoup pensent que le départ, la chute d'un régime serait l'équivalent de la chute de l'État. Monsieur Mekaki demande où est-ce qu'on fait les codes électoraux, pensant que cela ne se fait qu'à l'Assemblée nationale. Où est-ce qu'a été faite la constitution béninoise qui a permis à M. Nicéphore Soglo d'être élu? C'était au cours d'une conférence nationale souveraine. Ce n'était pas à l'Assemblée nationale. Et cette conférence nationale n'est devenue souveraine que séance tenante. C'est-à-dire que quand elle était convoquée, c'était un peu comme votre fameux grand dialogue. Ce n'est que séance tenante qu'elle s'est déclarée elle-même conférence nationale souveraine et s'est arrogé ce qu'on appelle en droit constitutionnel le pouvoir constituant. Pouvoir constituant. Et je vous rappelle que le pouvoir constituant, celui qui est actuellement reconnu aux institutions comme l'Assemblée nationale, bref le Parlement, c'est le pouvoir constituant dérivé. Parce que le pouvoir constituant originaire appartient au peuple et à lui seul. Je finis en disant, parce que je vois bien que la parole doit être passée à mes copanélistes, que je ne reviendrai pas, je ne ferai pas le plaisir à M. Meka de revenir sur toutes les insanités qui ont été dites sur le professeur Maurice Kamto. Je ne reviendrai pas dessus parce que, voyez-vous, s'il y avait dans ce qu'il a dit quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on entend au Cameroun, depuis que ce Camerounais reconnu international comme étant de grande valeur a décidé d'entrer dans la scène politique, s'il y avait eu quelque chose de nouveau, ça aurait nécessité que l'on réponde. Mais on entend la même chose depuis qu'il a démissionné de ce que vous appelez le gouvernement. Et vous en tirez la conséquence qu'il serait un braqueur. Ça veut dire que vous sous-entendez, et les Camerounais doivent bien le comprendre, que quand on est au gouvernement, on est un braqueur. Ça veut dire qu'au gouvernement, le gouvernement serait un gang de braqueurs, au point où quelqu'un sorti du braquage, qui continue depuis qu'il y est sorti, ne peut pas prétendre à diriger le Cameroun. Mais je crois que Marie-Madeleine a les faveurs de l'Église catholique parce qu'elle s'était repentie, elle s'était confessée, elle avait demandé pardon, elle avait versé sur les pieds de Jésus-Christ de l'huile et du parfum. Je crois que pour cela, elle est devenue une personnalité de la foi. Je ne dis pas que nous devons assimiler le professeur Maurice Kamto à Marie-Madeleine. Je dis seulement que s'il était vrai, vous êtes dans le messianisme. Je dis seulement que s'il était vrai. C'est le messianisme. Monsieur Meka, vous n'avez aucune leçon à me donner, surtout que je vous ai entendu traiter Monsieur Biya de l'équivalent de Jésus-Christ. Ça jette légendaire. Je pense que vous retenu la formule. Je pense que vous avez très peu de leçons. Légendaire. Très peu de leçons à donner de ce point de vue. Merci, maître. Je dis simplement. Vous terminez, maître. Vous terminez. Je dis simplement que loin de prétendre qu'il s'agit de ça, si jamais on peut considérer que la politique est essentiellement dynamique, peu importe ce que vous pouvez encore fabriquer pour tenter de discréditer le professeur Maurice Kamto, il reste et demeure vrai que, et je le dis avec Deng Xiaoping, que la pratique est le seul critère de vérité. Tous les anges de la scène politique camerounaise posent en même temps que le professeur Maurice Kamto des actes dont on peut déterminer la courbe et savoir si ces actes posés vont dans le sens
de l'intérêt du peuple ou pas. Les attaques personnelles n'engagent que ceux qui y croient. Parce que les petits esprits, eux, parlent des personnes. Les grands esprits s'intéressent. Achille Azemba, je suis la même question que Roland Diouf. Je ne veux pas vous demander de lire dans une boule de cristal, mais partant des récentes marches organisées par le MRC, vous êtes également un observateur. Quel pourrait être voilà, un acteur et même... marche, nous, on en a organisé aussi. Voilà, mais je parle spécifiquement. Je prie que vous me donniez une dernière seconde. Maître, je vais décevoir André Luther Meka. Je vais le décevoir peut-être encore un peu plus parce que sur la question de qui a rejoint qui, nous n'avons aucun problème au MRC à reconnaître que le SDF est un pionnier dans cette lutte. Non seulement est un pionnier, a travaillé, a fait des propositions. Les propositions du PUR, nous sommes également au courant. Nous aussi, on a fait des propositions du temps où on avait un député à l'Assemblée nationale. À la suite de l'honorable Joshua Oshi, nous aussi, on avait fait une proposition de loi détaillée qui a été réactualisée à l'issue de l'élection présidentielle de 2018. Donc, je vais décevoir M. Meka. On n'est pas des ennemis. On est peut-être des concurrents. Achille mais nous sommes capables Maître. au MRC de reconnaître qu'il y a eu avant nous, par exemple, le SDF et d'autres formations. Achille Azemba, je disais au regard des récentes marches organisées par le MRC, quel pourrait être l'impact de la gigantesque campagne nationale d'appel au départ pur et simple de Paul Biya dont parle le président du MRC? Oui, moi je vais commencer par dire que les militants du RDPC ont une méthode, je ne les juge pas, qui m'excuse, ce que j'appelle le bidouillage politique. À chaque fois qu'il y a une situation qui se présente, ils savent où est la vérité, mais ils essayent de nous perdre. Si on estime que l'opposition ne représente rien, ne vaut rien, le RDPC c'est une mastodonte qui contrôle l'Assemblée, toutes les communes du Cameroun, mais pourquoi à chaque fois, et je me pose la question, qu'un leader politique d'une formation qui a des idées contraires aux leurs initie une marche, ils sortent tous de leur tanière et envoient des tirs groupés sur ce personnage. Il y a un problème. J'estime que quelquefois, eux-mêmes créent un problème là où il n'y en a pas. Et je prends un exemple simple. Je ne vais pas citer cet acteur politique pour ne pas minimiser les efforts qu'il fournit parce que chacun contribue à sa manière à l'édification de la démocratie camerounaise. Il y avait un moment un acteur politique, d'autres peuvent l'appeler activiste, qui très souvent programmait des manifestations comme ça dans des points chauds de la ville. Et chaque fois, il y avait tout un armada de policiers, des bidas et des militaires qui étaient déployés. Et je me pose moi la question, si quelquefois l'énergie qui est fournie, qui est déployée, ne participe pas de la distraction des fonds, parce que le jour où ils ont laissé cet acteur se déployer, on s'est finalement rendu compte que la montagne avait accouché d'une souris. Pour dire que si effectivement nos gouvernants, en majorité les militants du RDPC, estiment que cette opposition ne vaut rien, autant pourquoi ne pas la peser? Pourquoi ne pas laisser autoriser leur manifestation? Mais la question, je vous la pose à vous, au regard, est-ce que Maurice Kamto, votre observation, est-ce que Maurice Kamto a réussi à suffisamment mobiliser ses militants lors des marches pour dire non au hold-up électoral, pour qu'on espère que cette fois-ci, la mobilisation générale va être plus réussie? On ne lui permet pas de mobiliser. Et pareil pour les autres formations politiques. Pourquoi vous voulez juger un élève qui n'a pas participé à un examen? Vous le jugez donc sur la base de quoi? Puisqu'il n'a pas reçu les épreuves, il n'a pas répondu aux questions qui lui ont été posées. Et vous allez le juger sur la base de quoi? Il faut permettre aux formations politiques qui lancent des mouvements de manifestation de se déployer afin qu'on puisse juger. Nous voyons un peu partout, à travers le monde, en France, dans les pays dits plus démocratiquement avancés, donner même les statistiques après une manifestation. Pourquoi on ne le ferait pas chez nous? On peut permettre à une formation politique qui a régulièrement déposé une déclaration de manifestation de se déployer en encadrant bien sûr la manifestation, parce qu'il n'est pas également question de l'autorisation. Il n'est pas également question de laisser n'importe qui faire n'importe quoi et à la fin estimer, parfois même, parce que j'ai l'impression qu'on infantilise le peuple camerounais. On se dit que ce peuple ne sait pas ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et
régulièrement aussi, on a entendu dire pourquoi ceux qui initient les manifestations ont envoyé leurs enfants à l'étranger, qui rappellent leurs enfants pour marcher avec eux. Non, il n'est pas question de ça. Est-ce que le peuple peut suivre quelqu'un pour les idées qu'il aura avancées? Auquel cas, on dit, ok, ça n'a pas accroché parce que ça n'avait pas de contenu. Auquel cas, on l'a suivi et puis on se préoccupe. Ce sont des alertes, Léla. Le débat a évolué. Hein. Non, le débat a évolué aujourd'hui parce que l'important aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que celui qui organise la marche sera comptable, n'est-ce pas, des catastrophes ou des dérives? Non, parce qu'il y a souvent c'est pas une question qui se pose. Non, c'est une question qui se pose. Le sous-préfet, quand il vous délivre... L'État doit assurer la sécurité publique, la salubrité publique. Le sous-préfet qui vous délivre le récépissé. Donc il faudrait que... Non, je voudrais que les Camerounais... Non, j'aimerais que les Camerounais comprennent. Tu m'as coupé la parole. Toutes les marches de l'opposition ont un coefficient d'aggravation de casse. Il est donc important que lorsque quelqu'un... Mais attendez, il y a deux exemples. Luther, quand vous déclarez une en 2008, les émeutes de la faim. Luther, je ne t'apprends rien. Quand vous déclarez une manifestation, vous produisez une copie de votre carte nationale d'identité. Et quand l'autorité administrative vous délivre le récépissé, il précise. Est-ce qu'il est comptable? Est-ce que celui qui organise les marches est comptable de cette marche? Vous parlez de marche et que vous confondez les marches aux émeutes, c'est deux termes qui n'ont pas le même sens en droit. Une émeute est une génération spontanée, non contrôlée, alors qu'une marche est organisée. Toutes les marches de l'opposition ont un plan B de casse. On peut parler du rond-point Dakar, j'y étais. Je vous mets au défi de nous donner la marche était prévue à 14h. Dès 5 heures, le lieu avait été investi. Par les VID. L'organisateur de la marche arrive à 16 heures et informe les populations qui étaient sur place que la marche n'aura plus lieu parce que l'autorité administrative a produit un fait de non-recevoir et s'en va. Par derrière, les gendarmes qui avaient passé la journée, je ne sais sur quelle instruction, chargent les populations. C'est faux. Et entre autres, c'est faux. J'y étais, vous y étiez. C'est faux. Revenons justement à l'appel de Maurice Kamto et aux élections. On ne peut pas charger sur les populations. Merci André Luther Meka. On ne peut non plus tirer sur eux à balle. Ils ont eu un plan B. Quand il y a eu, quand la dissuasion sécuritaire s'est effacée, ils ont commencé. André Luther Meka et Maître Roland Djerou. Merci messieurs. Des manifestants. Pour revenir, Serge Gauthier, pour revenir justement à l'appel lancé par Maurice Kamto, l'autre question c'est est-ce que cet appel n'intervient pas un tout petit peu tard quand on sait que les élections régionales se distinguent justement des autres élections par leur caractère indirect qui pourrait justement limiter la capacité d'impact sur le processus? Vous avez dans votre question la réponse. C'est une interrogation oratoire qui a déjà la réponse. Donc je ne vais pas y répondre une fois de plus parce que vous y avez répondu de façon orientée. C'est votre réponse également? J'y souscris. Ah d'accord. Maintenant je voulais dire à M. Meka, parce qu'il a dit ceux-là de l'opposition qui ont eux-mêmes été votés commencent à critiquer le code électoral. Nous avons une position claire au plus que nous martelons au quotidien. Ce n'est pas parce que les lois sont mauvaises qu'on ne peut pas les appliquer, les obéir. On y obéit en espérant conquérir le pouvoir et les améliorer. Ce n'est pas parce qu'un certain nombre de choses ne se passent pas bien dans votre famille que vous allez refuser de continuer à aimer votre épouse. C'est de ça qu'il est question. Donc pour nous, l'intérêt, c'est d'abord l'État. Maintenant, on n'a pas dit le gouvernement. Donc pour que nous décisions... Oui, ou M. Biya. Ça, c'est la première des choses. Sur la crise anglophone, parce que c'est l'un des sujets de fond. Je voudrais dire une chose, que pour que la crise anglophone soit résolue, il va falloir de la sincérité, de l'honnêteté. Et de la volonté. Et de la volonté de tous les acteurs. Or, moi, ce qui me gêne, et ce qui nous gêne, nous, en plus, depuis un certain temps, c'est qu'on a l'impression que c'est le procès du gouvernement. Parce qu'on dit ceci, depuis que le grand dialogue, et c'est la question que vous avez posée tout à l'heure, depuis que le grand dialogue s'est déroulé, un an après, quelles sont les résolutions? C'est pour démontrer dans votre question que, en fait, tant que l'État n'a rien fait là-bas, ça veut dire que le grand dialogue n'a pas été d'une utilité. Mais la question qu'on aurait pu vous poser également, de façon inverse, c'est de savoir si l'État pourrait avoir la capacité de réaliser quelque chose lorsque des individus qui estiment qu'ils veulent un certain nombre de choses terrorisent eux-mêmes leur propre population.
Vous comprenez? Donc, la résolution de la crise anglophone va se faire donc avec la volonté des deux parties, la sincérité des deux parties. Parce qu'une partie, je vais vous dire, un camp ne peut pas se permettre de penser que tout ce que l'autre camp fait n'est pas sincère, et lui-même ne propose rien de sincère, ne peut pas penser que tout ce qu'un camp fait, les interlocuteurs ne sont pas pertinents, et les siens, il les dévoile pas. Si vous posez la question de savoir quels sont les interlocuteurs clairs de la crise anglophone, vous pouvez me les désigner. Alors, pour qu'elle soit résolue, il faut que les gens se positionnent clairement. Il faut que le problème posé soit réellement, le problème qui existe là-bas soit réellement posé. Est-ce que c'est le véritable problème? C'est celui du fédéralisme ou d'autres choses? Ou est-ce qu'il est mal perçu par... Est-ce qu'il a été... Ou est-ce que ce problème a été mal perçu? Bravo. Ce problème a été mal perçu. Il a été posé, il a été mal perçu. Du coup, il y aura toujours le problème de la sincérité. Si tu me permets de te couper. Mais pourquoi est-ce que quand le cardinal Toumi initie un projet de réunir tous les fils anglophones, on ne lui permet pas de le faire? Bon, moi, je ne suis pas de ceux qui décident. Vous me faites le procès de... Vous me mettez à la place... Vous me mettez à la place... Vous me mettez à la place de ceux qui décident. Mais si c'est un procès, il y a un avocat. Sauf qu'on pourrait vous retourner la même... On pourrait vous retourner la même question de savoir de quel droit, dans un État, un gouvernement de la République peut envoyer ses différents responsables négocier avec les populations et les acteurs et qu'on ne trouve pas qu'ils aient une légalité, une légitimité. Ça n'a pas de sens pour celui qui va avancer. Vous comprenez? C'est-à-dire que je veux négocier avec vous sur quelque chose. À chaque fois que vous envoie quelqu'un, il ne vaut rien. Ça veut dire qu'on n'a pas de volonté. C'est pour ça que je dis que ça doit être complet. Qu'on arrête d'incriminer uniquement un système gouvernant. Je suis opposant. Mais si je veux que la crise anglophone, et Maître Diowa a utilisé une expression qui nous est chère, ce sont nos frères. Ce n'est plus le discours politique. C'est un discours humain que nous devons poser pour résoudre un problème, au-delà de nos récupérations politiques, de la captation politique du problème. Si on veut résoudre cette crise, il faut que les acteurs, les leaders de la crise anglophone se dévoilent, posent clairement le problème, que le gouvernement de la République accepte de l'écouter, de le percevoir tel quel, au lieu de toujours esquiver comme de l'eau qui tombe sur une feuille de bacabo. Et c'est ça qu'il va falloir, et maintenant, se regarder. Je voulais sortir et vous étiez donc en train de demander de savoir si est-ce que ce que le MRC, à travers son leadership, pose comme condition. Moi, j'ai envie de vous dire que ça n'a rien à voir avec une élection qui est indirecte, vous l'avez dit, mais je voudrais titiller un peu Maître Diouf sans être dans une polémique. Écoutez, il ne faut pas qu'on confonde la foule et le public. Au public. Je pourrais aller dans les détails, mais c'est important de le dire. Ça veut dire que toute dynamique populaire, vous savez que... Vous interrompez les gens, monsieur. Et nous parlions de discipline à l'intérieur. Nous parlions de discipline à l'intérieur des appareils. Moi, je ne l'interromps pas depuis. Vous savez, Maître Joe, moi, je l'ai dit quelque part, je suis prêt à adhérer. Évidemment, il y a eu de l'ironie dans ce que j'ai dit. Mais pourquoi? Je l'ai dit parce que je pense qu'une dynamique révolutionnaire, contestataire, populaire ou populiste se pense sur la durée avant de se mettre en œuvre. Et on apprécie les déterminants de tout cela, soit de façon isolée dans votre organisation, soit de façon collective. C'est pour ça que Léla pose la question permanente de est-ce qu'on est ensemble ou est-ce que tout le monde est mobilisé. Tout cela donc, à partir de ce qu'on appelle la chronologie d'action, et des résultats de ce qui a été posé avant, moi je peux émettre des réserves sans peut-être dire que ça ne va pas marcher. Mais vous savez que tout aussi est une question de bilan. Si vous avez eu l'habitude de réussir par rapport à un ensemble d'actes que vous avez posés, vous êtes crédible. Si vous n'avez pas, ça n'a pas été le cas, on peut vous faire confiance à demi-mot, à moitié. Maître Roland Diouf, quel peut être l'impact justement d'une réforme du système électoral avant la tenue des régionales, lorsqu'on sait justement que le RDPC, c'est un scrutin indirect, le RDPC part déjà gagnant et ont la majorité des conseillers municipaux? D'abord, monsieur, je commence par mon ami Gauthier en lui disant que je ne me suis pas senti titillé à aucun moment. J'ai plutôt écouté de manière structurée un point de vue, une opinion qui n'est pas forcément en soutien à celui que j'ai émis tout à l'heure, mais qui est tout à fait compréhensible. Et j'y réponds en vous disant simplement que mon propos a consisté à vous dire que les démarches
de concertation. Les démarches stratégiques en général, tout ce qui relève du stratégique, ne sont pas forcément publics. Parfois, on publie ce qu'on veut parce qu'on veut atteindre un objectif précis. Donc, je répète ce que j'ai dit à l'entame à Mme Ganzo, c'est que Ouet, Annecy. Mais faisons-nous confiance parce que de toutes les manières, il ne s'agit pas d'une question du MRC. Peut-être que ça a été porté un peu haut par la voix de Maurice Kamto, mais nous l'avons reconnu aussi. Le SDF a mené des combats dans lesquels il peut se reconnaître aujourd'hui à nouveau, etc. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, pour répondre à la question sur l'impact, sur le scrutin régional. Je commence par remettre dans le rail, le bon rail, un propos que M. Meka a fait dévier tout à l'heure, en prétendant que cette régionalisation serait la solution miracle pour résoudre le problème anglophone, et que, parce qu'il a toujours ce genre de formule, et que nous serions des méchants qui ne voudraient pas finalement que les régions puissent se gérer elles-mêmes. Mais je lui poserai une question rhétorique en lui disant que si nous pensons qu'il vaut mieux mettre plutôt le fédéralisme à la place de la décentralisation régionale, il aura toujours le même point de vue, parce que à l'analyse, pour un esprit même simplement moyen, c'est quand même un cran en dessus en termes d'autonomie. Donc, M. Meka, faites souvent attention à ce que vous dites à la télé. Je voulais dire par là que la question anglophone, si on a dit qu'on voulait la résoudre, la question c'est que, est-ce qu'on la résout en dictant la réponse? On se comporte au Cameroun comme si on a d'un côté les populations anglophones qui sont des malades, et M. Biya Yaoundé qui est le médecin détenteur de la science infuse. Le sage légendaire. De sorte que il sait, lui, et lui seul, ce qu'il faut faire pour régler le problème. Il vous ressort, 25 ans plus tard, la fameuse décentralisation qu'il a dit qu'il n'appliquait pas, ou qu'il n'appliquerait que progressivement, prévue depuis 1996, en vous indiquant que moi, comme je veux faire ça en 2020, c'est la panacée. Non, ce n'est pas la panacée. Au contraire, c'est un peu de too late decentralization. Ça ressemble à l'autre Ewet, qui arrive un peu trop tard, lorsque justement, parce que le champ social et politique est essentiellement dynamique, les préoccupations ont muté. Les préoccupations ne sont plus les mêmes. Mais sur le plan strictement technique maintenant, c'est-à-dire que considérons que c'est cette décentralisation qui sera appliquée, Madame Ganzo, je vous pose une question. Le mode électoral en lui-même peut faire l'objet de débats. Pensez-vous qu'il soit plus pertinent, lorsqu'on veut que les populations à la base se préoccupent elles-mêmes de leurs problèmes, de faire élire les conseils régionaux par un système indirect? Pensez-vous que cela soit pertinent? Pensez-vous qu'il soit impossible qu'on organise les élections régionales comme on organise les élections municipales, c'est-à-dire qu'on appelle le corps électoral tout entier? Pensez-vous que cela ne soit pas une manière d'impliquer précisément et davantage les populations des régions? C'est une question qu'on peut poser à ceux qui ont fait cette loi. Pourquoi avoir choisi le mode de scrutin indirect? C'est une question qu'on peut se poser. Deuxième question, elle est purement technique encore. Le collège électoral des conseillers régionaux, c'est les conseillers municipaux d'une part et les chefs traditionnels. Monsieur Atangandi réunit des chefs traditionnels du nord-ouest et du sud-ouest à Yaoundé, faisant par là même le constat de ce que ils ne sont plus dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils ont déserté. Où voteront-ils? Où voteront-ils? Qui voteront-ils? Qui se portera candidat? Au point où ils constatent que dans certains cas, il va falloir soit créer de nouvelles chefferies. Dieu seul sait si ça n'aura pas d'influence sur les résultats du vote. Et ça pose encore une fois le problème de confiance. De confiance dans le système électoral, parce que c'est une technique qui peut permettre d'orienter le résultat à la fin de l'élection. En ce qui concerne les conseillers municipaux qui vont eux aussi voter l'autre collège. Voyez-vous, nous sommes au nord-ouest et au sud-ouest une région dépeuplée. Si les populations envahissent les autres villes du Cameroun parce qu'elles ne peuvent pas vivre sur place, vous pensez que c'est les conseillers municipaux et les maires de ces régions-là, eux-mêmes, élus dans la méthode qu'on connaît récemment en janvier, selon un hold-up électoral, comme l'a dit le maire Achille Azemba, vous pensez que c'est ceux-là qui viendront voter? Donc on est embarqué dans une autre fumisterie que le RDPC prétend être la solution miracle. Merci, maître. Alors qu'ils ont pris 25 années pour en arriver là. Merci, maître. De façon concrète, en 30 pourquoi secondes. vous posez des très bonnes questions?
Elle n'en a posé aucune là, apparemment. Non, pourquoi? Là, elle n'a pas... Regardez, elle n'a posé aucune question. Pourquoi il n'y a pas union autour de la résistance de M. Maurice Kamto? C'est une très bonne question. Qui vous a dit qu'il n'y avait pas union? Et je peux vous dire, Là, que le véritable problème aujourd'hui, c'est que l'histoire de Maurice Kamto est une sorte de monadologie où il s'est enfermé tout seul dans la tour d'ivoire pour accéder au pouvoir. Je vous fais fi de ce n'est pas la rivière qui va vers l'océan, mais c'est... Maurice Kamto qui l'a dit ça? Joshua aussi, après une entrevue assez insolite, avec M. Maurice Kamto. Je vous fais fi des photos insolites avec M. le premier secrétaire Plus dans une rencontre. Je vous fais fi de toute la charge communicationnelle qui est faite sur Cabral Libye. C'est un monsieur, effectivement, qui fait la technique de la terre brûlée pour pouvoir avancer. Merci André Luther Meka. Et la dernière que je vais vous donner, c'est que ceux qui combattent tous les jours, qui disent combattre pour les libertés, trouvent que c'est quelqu'un qui a mangé, qui a été rassasié et qui revient tromper ceux qui sont des vrais acteurs du changement et on ne peut pas l'accepter là-bas. Quelqu'un du RDPC, c'est-à-dire quelqu'un du RDPC est en train de dire aux populations camerounaises qui sont les vrais acteurs du changement contre eux. C'est quand même un peu surréaliste. On sort de cette émission en parlant de cette correspondance qu'a récemment adressée le ministre des Sports au ministre de la Santé au sujet du démantèlement des infrastructures installées dans divers stades, notamment le stade Mbappé-Lépé ici à Douala, le stade Ngouakile à Yaoundé et le Middle Farm Stadium à Limbé. On va commencer par vous, André Luther Meka, une fois encore. La gestion de la Covid-19, de la riposte du gouvernement ayant été placée sous le prisme, sous la supervision du Premier ministre chef du gouvernement. Comment est-ce qu'il faut analyser l'instruction donnée par le SGPR? Je suis un peu embarrassé quand vous nous demandez de discuter sur les actes administratifs. Je suis embarrassé parce que, notamment, ce sont des courriers, des correspondances privées qui circulent notamment entre les ministres. Donc, il y a eu notamment un rappel du SGPR par rapport au démantèlement des installations du Covid. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a également rappelé à son collègue, notamment ce besoin-là. Je ne sais pas pourquoi ça fait l'actualité. C'est tout à fait normal, c'est l'administration. Il y a des communications administratives, il y a des techniques administratives pour pouvoir, n'est-ce pas, communiquer sur un chantier. Donc pour moi, je trouve que c'est un non-événement. Beaucoup pensent que la Covid-19 s'est un peu dilatée. Il y a eu déjà un certain nombre de choses qui ont avancé et qu'il est important déjà, n'est-ce pas, de pouvoir démanteler certains matériaux qui ont été installés dans Est-ce que comme André Luther Meka, vous pensez qu'il n'y a aucune cacophonie autour de la gestion du Covid ça n'apporte rien. Au sommet de l'administration? Est-ce que c'est ce qui va permettre que nos hôpitaux soient équipés? C'est ça le débat. Le débat, pour moi, en tant qu'observateur et opposant, c'est pas de savoir si le SGPR ne s'entend pas avec le Premier ministre et ça. Non, c'est pas de ça que moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est quand on démantèle, d'abord, est-ce qu'un stade de football est un hôpital? Non. C'était un lieu dans lequel, pour une situation ponctuelle, comme dans beaucoup de pays qui étaient menacés par la Covid, qu'on avait réquisitionné pour résoudre. Aujourd'hui, on se rend compte que les cas sont en train de diminuer. Le matériel, la logistique de la santé n'y a plus rien à faire. Et d'autres secteurs d'activité, on voit le sport se déployer et se dérouler ailleurs. Mais avec une interrogation quand même, une crainte. Quelle sera la destination et l'utilisation véritable et réelle de ce qu'on aura démantelé? C'est là la question. Parce qu'on a dépensé 21 milliards de francs pour pouvoir investir dans la Covid. Et moi, j'ai un ami qui est mort, mon secrétaire national au développement, qui est décédé de difficultés respiratoires archaïques dans un hôpital régional de cette ville. Est-ce qu'on va penser à prendre ces respirateurs et à équiper toutes les formations sanitaires qui sont dans le besoin en ce moment? Le débat Premier ministre, secrétaire général, ça ne résout pas le problème de la personne qui est couchée dans un lit d'hôpital et qui attend ça. On le fait quand? Avec quelle célérité et dans quelle quantité? C'est ça que le citoyen lambda a besoin ici. Que le Premier ministre, que le ministre des Sports, il doit justifier aussi son budget, le fonctionnement de son ministère. L'autre a géré 21 milliards. Il lui faut gérer ces milliards.
Sinon, il va falloir réorienter cet argent ailleurs. Il n'en veut certainement. Il n'en veut certainement pas. Donc, pour être réaliste, pensons au peuple. Quelles pourraient être justement les conséquences de ce démantèlement sur le plan économique, Maître Roland Diogo? Non, moi je crois qu'il n'y aura pas de conséquences sur le plan économique. Nous sommes dans une situation de crise. Et donc, comme l'a dit M. Onanina tout à l'heure, ce n'était pas pour les stades qui étaient prévus du matériel médical, d'ailleurs, qui manque encore. Et je regrette, je profite pour adresser mes condoléances à la grande famille du PURS pour les cas de décès, justement, parce que je crois que ce n'est pas le seul qu'ils ont essuyé ces derniers temps. Je disais donc que moi, le problème que j'aimerais adresser à travers cela, c'est que s'il y a une coordination, si jamais il y a une coordination de la riposte nationale à la Covid, j'aimerais quand même faire observer que si les stades pouvaient être considérés comme des centres d'accueil d'appoint, on peut quand même aussi noter qu'on n'a pas vu sortir de terre, entre-temps, de nouvelles infrastructures hospitalières pour justement donner à un problème comme celui auquel nous faisons encore face la réponse qu'elle mérite. Surtout que si on peut comprendre que dans un cas d'urgence, on peut réquisitionner un stade pour loger des malades, c'est quand même quelque chose de provisoire et une gouvernance normale ne s'installe pas dans le provisoire. Une gouvernance normale travaille à sortir du provisoire pour aller vers le périn. Et donc, la question de savoir où est-ce que cette logistique-là ira se pose. Est-ce que ça va rentrer dans les hôpitaux déjà dans un état plutôt questionnable? Est-ce que ça va aller résoudre, même si c'est de manière partielle, mais au moins significative, le problème du déficit, notamment de respirateurs, auquel les humanitaires de l'opération Survie Cameroun, un temps contesté, ont quand même apporté une solution en apportant aux hôpitaux, aux centres de formation sanitaire qui l'ont demandé, des extracteurs d'oxygène. Est-ce que cela va résoudre le problème en donnant l'impression au peuple camerounais qu'on se penche vraiment sur une préoccupation importante comme celle de sa santé? J'en doute. Et puis, je ne vais pas manquer quand même de poser la main sur un problème, comme M. Mekala dit, d'administration et de défaut d'administration cette fois-là. Parce que si on parle de coordination, il y a quelqu'un qui coordonne. Quand une autre autorité se sentent obligés de coordonner à la place du coordinateur, ça veut dire que la personne qui a été nommée peut être un faire-valoir. Je dis ça, je ne dis rien, mais on se serait... la question de savoir qui tient véritablement les rênes du gouvernement au Cameroun se pose? C'est de ça qu'il est question. Il est question de se poser la question de savoir pourquoi est-ce que monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, qui est au moins hiérarchiquement supérieur aux deux ministres, n'a pas, lui, fait cette correspondance à l'attention du ministre de la Santé. Il aurait été normal que ce ne soit pas le collègue qui répercute à son collègue une correspondance transférant une instruction supposément venue du secrétariat général de la présidence à laquelle il faut se soumettre. Il aurait été normal que l'instruction vienne directement du coordonnateur et non pas du ministre des Sports à l'attention du ministre de la Santé. Le Premier ministre aurait dû dire à son collaborateur, monsieur le ministre de la Santé, écoutez, comme je coordonne cette opération, je constate qu'il y a un relâchement et qu'on peut libérer les infrastructures sportives parce que votre collègue, lui, des sports, en a besoin pour organiser son CHAN et sa CAN. Donc, je vous prie de bien vouloir mettre hors de ces stades le matériel qui avait été disposé. Mais quand on voit que c'est le ministre des Sports lui-même qui se sent obligé d'écrire à son collègue. Si moi je suis le ministre de la Santé, je lui demanderais de quoi je me mets. On se souvient justement de l'enquête qui a été faite par l'honorable Ninthieu. Au regard de cette enquête-là, comment est-ce que vous appréciez pas les institutions, l'apport de l'honorable Ninthieu est député à l'Assemblée nationale. Contre le Covid et on sort de là. Non, moi je pense que cette situation de correspondance est même très grave. Parce que il se pose là même un problème de solidarité gouvernementale. Voilà. Que entre des ministres d'un même gouvernement et d'un même parti, qu'on en vienne des choses qui devraient se dire sous cap, se retrouvent sur la place publique. Plus grave, on parle de l'organisation du CHAN et de la CAN. Ils ont eu tout le temps nécessaire, ils n'ont pas pu organiser la CAN. On a dû la reporter. Ce n'est pas maintenant qu'on a une situation grave de pandémie
que le ministre trouve que... J'ai même l'impression que peut-être, il s'est rendu compte que les stades étant occupés, il n'y a pas moyen de faire circuler les budgets qui étaient mis à sa disposition. Du coup, il s'en impatient. Non. La santé des Camerounais ne vaut pas moins que l'organisation du CHAN et de la CAN. Et vous avez posé une question. Moi, je dis oui, il n'y a pas de capitaine à bord. Le Cameroun donne l'impression d'être comme... on est dans un avion qui est placé sous pilotage automatique. Le Boeing va droit dans le mur, il n'y a pas de commandant à bord. C'est de ça qu'il est question, parce que s'il y avait effectivement un commandant à bord, on aurait pris des dispositions exceptionnelles, parce que la situation est exceptionnelle. La pandémie n'est pas terminée, on n'a pas fini de la gérer, parce qu'on n'a même pas fait passer le test à la majorité de la population. Donc on ne peut pas estimer. Les autres semblent avoir maîtrisé le mal sur leur territoire parce qu'ils ont fait suffisamment passer de tests à leur population. Mais nous, on a annoncé des dépistages massifs. Jusqu'ici, ce n'est pas le cas. Je ne dis pas que c'est facile. C'est un travail de longue haleine, mais il faut pouvoir le faire avant de tirer les conclusions. Donc, même le ministre des Sports qui se hâte de demander qu'on enlève ce matériel ne devrait pas le faire. La situation doit être suffisamment maîtrisée afin qu'on puisse... Ou alors la situation est maîtrisée, André Luther-Meka. Je ne pense pas. Non, ce que je peux dire, c'est que depuis près de 30 ans, le SDF fait le même discours. La situation n'est pas maîtrisée, mais le Cameroun avance. Il y a les chantiers, il y a les ponts qui naissent, il y a les stades qui sont construits, il y a, n'est-ce pas, le gouvernement qui fonctionne, il y a les routes qui sont construites. Donc, c'est pour vous dire que le Cameroun est debout et le Cameroun restera debout sur la sagesse. Merci André Luther-Meka d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Non, mais M. Meka doit savoir que même quand on est dernier de la classe, on va quand même en classe du premier jour de la rentrée jusqu'au dernier jour de la rentrée. Donc le fait d'être vivant n'est pas un exploit. Le Cameroun n'est pas dernier. Serge Gauthier, Onanina, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous, Maître Roland Diourou. Merci à Sheila Zemba. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera à 20h30 et demain lundi lorsqu'il sera à 13h30. Bon dimanche. Ça n'a pas été facile pour toi aussi.